En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 7 novembre 2025. Cette semaine, on parle de technologie plus verte, d'intelligence artificielle au service des entreprises, de téléphones intelligents à 30 $ et de souveraineté technologique. On va commencer à Paris avec Jérôme Colombin, avec qui on va parler d'actualité de la semaine. Puis on reste en France où on va parler à quelqu'un de chez OVH qui vient de présenter une nouvelle génération de centres de données qui sont refroidis à l'eau et pilotés à l'intelligence artificielle. De retour au Québec, on va discuter avec Sarah Legendre-Bilodeau, la PDG de Vidence, qui nous expliquera comment les entreprises peuvent aller au-delà de l'IA de commodité pour en faire un véritable levier de création de valeur. Direction ensuite Sénégal pour retrouver Muriel Edjo, rédacteur en chef de We Are Tech Africa. Il va nous parler de l'encadrement des réseaux sociaux en Algérie, de l'arrivée des téléphones intelligents à bas prix et aussi de l'IA africaine. Catherine Dupont-Gagnon est avec nous cette semaine. L'experte en sécurité s'intéresse à un phénomène en forte croissance, les publicités générées par l'IA. Depuis la Suisse, Thierry Weber s'intéresse à la souveraineté numérique, mais dans l'œil de la défense nationale. Stéphane Ricoul, lui, poursuit la réflexion sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, Jean-François Poulain s'intéresse cette semaine au monde du travail. Il a rencontré Jean-Marc Lagacé, cofondateur d'un outil pensé pour recréer du lien humain dans les organisations à l'ère du numérique. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Vous me permettrez de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Georges-Emmanuel Arnaud, Charles Parent, Marc Fournier, Mathieu Rindeau et Alain Vizina. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Et puis à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Allez, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour parler d'actualité technologique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. On se retrouve comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique diffusé dans ton carnet et dans Monde Numérique. Bruno, cette semaine, l'actualité, elle se passe du côté des géants de la tech comme d'habitude. Apple qui, contre toute attente, avec tous les problèmes qu'il a, on le sait, pour développer son intelligence artificielle, essayer de muscler un peu Siri, Apple a donc décidé de se tourner vers Google, c'est ça ? Ouais, exactement. Et là, force est à croire que c'est un peu un avis une confirmation de son retard au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, après avoir rencontré des gens d'OpenAI, avec qui, ils font déjà affaire pour Siri aujourd'hui, à rencontrer les gens d'Anthropic, à rencontrer des gens de d'autres boîtes. Maintenant, ce qui est confirmé, c'est qu'ils vont faire affaire avec Google et ils vont utiliser un modèle de Gemini qui a plus de 1,2 billion, et je le dis en français, en anglais c'est trillion, donc 1,2 billion, ça c'est 1200 milliards de paramètres, c'est énorme comme modèle, et donc ça va servir à donner de l'intelligence à Siri, et question de bien démarquer le terrain. Google va fournir la technologie en coulisses et Apple va, en tout cas aujourd'hui, là, c'est ce qu'on sait, Apple va héberger de son côté tout sur ses serveurs à eux. D'accord. Et oui, parce qu'on sait que Apple a toujours ce problème, cette contrainte qu'il s'est fixée, qui est de protéger, comme ils disent, la vie privée des utilisateurs, donc de rester maître des données. Et effectivement, le fait de sous-traiter à un tiers, ça pouvait présenter des risques. Ouais. Donc ça veut dire que là, ça devrait leur permettre d'offrir un niveau de qualité de service et de confidentialité suffisante s'ils hébergent tout chez eux. Oui, puis probablement aussi une qualité d'expérience client, pour reprendre l'expression,
qui peut s'apparenter à celle que les utilisateurs de Pixel ont présentement, parce que essentiellement, ça va être la même technologie qui va être embarquée. Là, on reste à voir comment Apple va la décliner. Mais ça, je parlais tout à l'heure des paramètres. Si on parle du montant de l'entente, il n'y a rien de public, mais bon nombre de personnes qui suivent de très près cette discussion-là dit qu'on parle d'une entente d'environ 1 milliard de dollars par année que Apple va débourser de sa poche pour payer à Google pour pouvoir utiliser un modèle de Gemini. Les chiffres là, sont les chiffres assez sont extraordinaires. Ouais. C'est rigolo parce que finalement, les rapports entre Apple et Google, c'est toujours un peu je t'aime moi non plus, parce qu'ils sont quand même concurrents par la force des choses sur les OS, iOS d'un côté, Android de l'autre, etc. Et puis sur d'autres domaines. Et ils sont obligés de s'entendre. Finalement. Oui, mais d'autant plus qu'on apprenait cette semaine que Google est en train, pour 2026, si je ne me trompe pas, peut-être 2027, Apple est en train de développer un ordinateur bas de gamme pour concurrencer les Chromebooks. Alors, t'imagines, d'un côté, tu as des gens dans une direction qui sont en train de négocier des trucs pour travailler avec Google, puis de l'autre côté, tu as une autre division qui est en train de créer quelque chose pour essayer de leur rentrer dedans. Il y avait déjà un partenariat très fort entre Google et Apple qui portait sur des centaines de millions de dollars pour le moteur de recherche. Pour le moteur de recherche, pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans l'écosystème Apple. Alors, en tout cas, pour ce qui est de l'IA, ça voudra dire donc finalement c'est le même outil qui serait utilisé à la fois sur les pixels comme ce que tu utilises toi au quotidien et sur les iPhones, sauf que d'un côté ça s'appellerait Gemini et de l'autre côté ça s'appellerait Siri en fait. Ouais, exactement. Et là, ça va être intéressant de voir comment, dans les prochaines générations de téléphones, on peut penser à la 2027, comment on va arriver à différencier la plus-value. Parce que jusqu'à maintenant, on oublie le modèle qui a été lancé là cet automne. L'édition précédente, l'iPhone 16, ce qu'on vendait, c'était de l'IA à travers le téléphone. Et ce que Google vend de son côté, c'est de l'IA à travers le téléphone. Alors, comment les deux vont arriver à se différencier? Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Mais en tout cas, chose certaine, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, une bonne nouvelle pour Apple, parce que ça veut dire que, à défaut d'avoir été capable de développer ça à l'interne, peut-être que ce printemps, quand on va dévoiler le nouveau iOS, on va avoir quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et tout le reste. Enfin, moi, je m'inquiète un petit peu parce que je trouve que on aura une expérience satisfaisante pour que l'expérience soit la plus satisfaisante possible, il faut que ce soit hyper fluide, donc hyper rapide, et ça veut dire les modèles intégrés dans le téléphone. Parce que s'il faut continuer à faire des requêtes sur des data centers, d'abord c'est pas bon pour l'environnement, ça marche pas quand il y a pas de réseau, et puis ça crée de la latence, c'est que donc on perd un peu, Puis l'autre truc aussi, puis tu l'as dit, c'est de voir l'expérience que ça va donner. Et il faut développer la machine pour qu'elle soit capable de faire rouler ça. Mais aussi, il faut s'assurer que le modèle qu'on développe soit capable de rouler. Tu sais, c'est deux vases communicants, là. Il faut que le modèle soit bon pour le téléphone, que le téléphone soit capable de fonctionner avec ça, qu'on retouche toutes les applications pour s'assurer que c'est fluide, comme tu le dis. Puis ultimement, après, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça, je trouve que c'était la belle nouvelle de la semaine. Ouais, c'est une grosse news. C'est une grosse news et il était temps pour Apple parce que ça pouvait plus durer, avec ce Siri qui est en bout de course, qui est complètement essoufflé. Aujourd'hui, quand on peut utiliser ChatGPT via Siri, mais enfin c'est compliqué. Il faut lui dire demande à ChatGPT. Il va chercher la réponse et puis il termine toutes ses réponses par attention. Certaines informations peuvent être erronées ou un truc comme ça. Bon, donc il était temps pour Apple de passer à la vitesse supérieure. On sait qu'ils avaient, comme tu l'as rappelé, beaucoup hésité. On avait même parlé à un moment de Mistral, de l'éventualité de l'adoption de la solution Mistral. Mais cela étant dit, Jérôme, je veux quand même dire que, et puis moi, c'est toujours le petit bémol que je mets, ça va être pour la première génération. Mais on s'entend qu'à la deuxième génération, donc là, on parle de 2027, là, ça sera vraiment bien intégré. Ouais, alors, ils auront eu le temps de... Après, je pense qu'ils vont le customiser. De toute façon, ce sera pas
du copier-coller de Gemini. Et puis l'intérêt, c'est que ce soit intégré dans l'iPhone, hein, que ça puisse aller au fond des applications pour remonter les rendez-vous, les choses comme ça, des données personnelles en fait. Est-ce qu'il y a l'intérêt de fonctionner avec le Pixel, justement, parce qu'on a tout ça? Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils vont avoir le culot de encore appeler ça Apple Intelligence? Ils vont pas appeler ça Google Intelligence quand même. Hein. Non, je le sais, je sais pas s'ils vont donner un autre nom. Ce sera Siri, oui, ou Apple Intelligence, on verra. On verra bien. Bruno, autre chose, restons chez les géants de la tech. Alors là, c'est vraiment le choc des titans, avec une actualité cette semaine du côté de la Chine qui continue d'essayer de pousser au maximum sa souveraineté numérique et qui a donc pris une décision très importante en matière de microprocesseurs, en matière de processeurs pour l'intelligence artificielle. Ouais, c'est le gouvernement qui vient de franchir une nouvelle étape dans l'indépendance technologique de la Chine. Et donc, c'est Reuters qui nous a appris cette semaine que Pékin vient d'interdire l'utilisation des puces intelligentes qui servent là, à l'intelligence artificielle, qui sont en provenance de l'étranger. Évidemment, principalement, on pense à NVIDIA des États-Unis, mais donc, dans tous les centres de données financés par l'État, et c'est une bonne majorité de ces centres-là, donc la technologie étrangère n'est plus la bienvenue. Wow. Et ça s'ajoute à déjà des lignes qui avaient été lancées par Pékin qui disaient que la priorité devait aller au développement de puces faites en Chine. Là, on pense à Huawei qui probablement mène le peloton chez les Chinois. Il y a Capricorn, il y a Enflame aussi, qui sont deux autres joueurs qui sont des producteurs de puces. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais évidemment, le grand perdant là-dedans, c'est NVIDIA, qui avait une partie du marché chinois là, et qui, là, se voit là, les portes fermées une après l'autre. Mais c'est incroyable cette nouvelle parce que alors après ils récoltent ce qu'ils ont semé. Enfin c'est ce que Donald Trump voulait faire. Exactement. Finalement, puisqu'il avait dit il faut arrêter de vendre des puces à la Chine. Les nouvelles puces, ouais. Ça leur donne trop d'avantages concurrentiels. Enfin, en tout cas, ça les renforce. Il leur avait dit, attention, vous avez le droit de vendre les anciennes puces, mais pas les nouvelles, quoi. Les anciennes cartes, mais pas les plus récentes. Pendant un moment, la Chine s'en est satisfaite. Et là, mais en fait, on le voyait arriver parce que la Chine procède toujours de cette manière-là. Ils ont quand ils font le choix de développer eux-mêmes leur technologie, ils ont les moyens de le faire, ils s'y mettent à fond et ça marche. Et on l'a vu avec Huawei. Huawei qui a été privé, pareil, sur décision de Donald Trump il y a plusieurs années, privé des solutions américaines, notamment de Google, donc plus d'accès à l'App Store, au Google Store, plus d'accès à tout l'écosystème Google. Même à l'OS, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un système parallèle. Au début, on a regardé ça en disant ils y arriveront jamais. Et voilà, ils y sont arrivés. Arrivés. Et donc, ils vont faire la même chose. Et alors, tu as vu cette réaction de Jensen Huang, le patron de NVIDIA, qui dit, écoutez, il dit, c'est clair, la Chine va gagner la course à l'IA. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que, voilà, c'est une manière de dire à Donald Trump, écoute, mec, tu l'as cherché, quoi. Tu veux pas qu'on leur vende les puces, ok. Écoute, voilà, ils vont faire, et ils vont faire mieux, et ils vont gagner. Ça va l'énerver, hein, Donald Trump, tout ça. Ouais, puis de toute façon, pour NVIDIA, c'est pas une bonne nouvelle non plus, là. Mais ça marque, j'ai l'impression... Ouais, NVIDIA, ils ont des marchés mondiaux. Oui, je comprends, mais le marché chinois est important pour eux, là. Bien sûr, c'est sûr. Ouais. C'est un bon client, mettons. Et si on remet ça dans un contexte géopolitique plus global, on sait que c'est tellement... C'est peut-être le sujet du siècle, en fait, cette histoire-là. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, et spécifiquement sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on est vraiment au cœur du 21e siècle avec ce truc-là. Tout à fait. Puis ce qui s'en vient après l'IA, ça va être l'ordinateur quantique. Ouais. Ça sera peut-être le 22e siècle. On en reparlera au 22e siècle, hein, toi et moi, quand on fera notre débrief de 2135.
ou ça sera nos clones, peut-être, qui le feront. Ce seront nos clones qui parleront ensemble. Ouais. Mais non, parce que c'est ça, quand je regarde, moi, c'est un secteur qui m'intéresse. Et je vois ça, les États-Unis n'ont pas vraiment une énorme stratégie là, dans le domaine du quantique, alors que les Chinois, eux, ont déjà développé un réseau, à l'intérieur du pays, là, un réseau d'ordinateurs quantiques qui est fonctionnel. Il y a des liens entre ces ordinateurs-là. Ils se parlent. On est vraiment dans deux mondes. Et enfin, ils sont pas mauvais non plus, les Américains. Il y a Google, il y a IBM qui ont fait enfin, en tout cas, ils ont fait des belles annonces, hein. Ils veulent faire montrer qu'ils sont dans la course, quand même. Ah, ils sont dans la course. Mais on sent pas que le gouvernement américain, mais on sent pas que le gouvernement américain est dans la course. Tandis qu'en Chine, on sent que c'est le gouvernement qui, pour eux, c'est une priorité. Oui, mais enfin, en Chine, le gouvernement est partout, de toute façon. Donc, c'est clair aussi. Mais en France, tu trouves que, vous allez bien? Ah ouais, non, mais au niveau quantique, on n'est pas mauvais. Nous, on a des bonnes choses là. Il y a un gros processeur quantique qui vient d'entrer en service, qui a été vendu. Je voudrais pas dire de bêtises. J'ai pas eu le temps de vérifier avant qu'on enregistre. Je crois que c'est Pascal, l'ordinateur fabricant d'ordinateurs quantiques Pascal. Non, il y a plein de choses. Puis on a des belles marques. On a Pascal, on a Candela, on a Alice et Bob, on a il y a plusieurs boîtes de quantique. Et c'est assez marrant parce que elles développent chacune leur technologie. Parce que qui dit quantique dit un champ encore complètement ouvert. Et en fait, on sait où on va arriver, mais on sait pas encore par quel moyen on va y arriver. Donc il y a plusieurs technologies. Hein. Les processeurs silicium, les processeurs optiques, etc., etc. Bon, Bruno, dernier sujet dont il faut qu'on parle. On est encore sur des questions, des histoires de souveraineté. Ouais. C'est Microsoft qui veut rassurer tout le monde à propos de Copilot, c'est ça, en indiquant que désormais Copilot sera quoi, un petit peu moins américain, on peut dire ça? Je pense que tu as cerné la raison pour laquelle ils font ces annonces-là, en espérant rassurer leurs clients un peu partout sur la planète. Écoute, à compter de la fin 2026, donc c'est pas demain, là, on s'entend, 15 marchés, dont la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, puis les pays nordiques de l'Europe, à ces clients qui habitent dans ces coins-là, Microsoft 365 Copilot, lorsqu'il sera utilisé, toute la donnée, ça part de la requête, le prompt, jusqu'à la réflexion et jusqu'à la livraison de la réponse, tout ça se passera sur des serveurs qui sont hébergés dans la localité du client, la localité régionale, là, on s'entend. Évidemment, ça, c'est selon Microsoft, pour régler ou rassurer les clients de ces différents pays-là par rapport à leur stratégie sur la souveraineté numérique et assurer que les données restent locales. C'est un beau geste et c'est un effort de plus, sauf que ça règle pas la question de base, c'est-à-dire que puisque c'est Microsoft qui opère ce système-là, puisque Microsoft est une entreprise américaine, ça veut dire que le Cloud Act s'applique quand même à ces données qui sont traitées sur son réseau, même si sur d'autres territoires. Et voilà, le Cloud Act, on rappelle en deux mots ce que c'est. C'est donc cette législation américaine extraterritoriale, c'est-à-dire que les États-Unis se sont octroyés le droit, sur décision judiciaire, d'aller fouiller dans les data centers pour peu que ces data centers appartiennent à des compagnies américaines, quels que soient les clients. Et ça, je peux te dire que c'est un sujet qui est hyper sensible chez nous en Europe et en France en particulier. C'est un sujet qui est vraiment dans la tête des grosses entreprises depuis quelques années déjà. Il y a beaucoup d'alertes à ce niveau-là parce qu'évidemment, ça présente un risque, une vulnérabilité incommensurable. Alors, il faut dire, c'est vrai que Microsoft, depuis plusieurs années, fait énormément d'efforts pour justement essayer de trouver son chemin, de ménager la chèvre et le chou, d'un côté de respecter la loi américaine bien sûr, puisque c'est une compagnie américaine, et en même temps, de l'autre côté, de rassurer ses clients locaux. Et en France notamment, ils font beaucoup de travail pour arriver à offrir un maximum de garanties en termes de souveraineté. Alors il y a ne serait-ce que les questions de chiffrement. En théorie, toutes les données dans les clouds sont chiffrées, mais bon, on se doute que y a bien des petites clés de chiffrement qui traînent quelque part du côté de la NSA, du côté de l'anglais, aux États-Unis.
Bon, après, il peut y avoir aussi des verrouillages juridiques. C'est important, le juridique, en informatique. Ça peut sécuriser pas mal de choses aussi. Mais c'est un vrai sujet. Nous, il y a un projet ici en France, mais c'est un projet qui date déjà... et d'ailleurs, qui traîne un peu, j'ai envie de dire, de faire ce qu'on appelle un cloud souverain, qu'on appelait un cloud souverain, donc vraiment pour les grosses entreprises françaises, qu'elles puissent être en sécurité parce que ce serait opéré par des acteurs français, sauf que non, ce sera pas du 100% français, puisqu'il y aura Orange, oui, et il y aura aussi Microsoft, précisément. Donc, du coup, on l'a rebaptisé... Ouais. Voilà, on parle plus de cloud souverain, on parle de cloud de confiance maintenant. C'est une petite subtilité sémantique pour dire que, on peut pas dire vraiment souverain puisqu'il y a du Microsoft dedans, mais rassurez-vous, vos données seront en sécurité. En tout cas, c'est un sujet hyper sensible. Puis tu vois, sur le même thème, cette semaine au Canada, il y avait le budget fédéral qui était déposé. Donc, c'est l'État canadien qui présente son budget pour l'année en cours et la prochaine. Et dans le contexte où on a un voisin un peu particulier avec son président qui a des changements d'humeur assez fréquents, écoute, 42% du budget du nouveau budget là, qui sera voté probablement très bientôt va passer sur la souveraineté nationale. Et ça inclut les frontières, l'armée et le développement d'un info nuagique canadien avec des centres de données canadiens et ça va jusqu'à une IA canadienne. D'accord. C'est fou. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, là, j'ai un article sur le budget, le nouveau budget canadien qui a été présenté sur moncarnet.com. J'ai jamais vu un budget comme ça. C'est bourré d'infos nuagiques, de technologie. C'est vraiment impressionnant. Mais il y a eu comme une prise de conscience. Tu sais, je te parlais souvent de notre bon ministre de l'IA. Je pense que lui pèse lourd dans la balance et il a fait comprendre à notre premier ministre Mark Carney, qui est quand même allumé sur la question, que c'était un enjeu et que ça allait passer beaucoup pour le numérique et ça donne le budget qu'on a eu. Alors moi, je vois ça d'un très bon œil. Ça donne vraiment un gros coup de pied où il fallait. Bah oui, en effet. Non, mais c'est super. C'est super. J'ai envie de dire. Je vous en souhaite autant. Ouais, on n'en est pas vraiment là. Si, nous, il y a eu des annonces il y a quelque temps présidentielles, mais enfin au niveau du budget, nous on est en plein dedans aussi dans le budget, mais je peux te dire que le cloud et l'IA, mais alors tout le monde s'en fout. À l'Assemblée nationale. Non, mais à l'Assemblée nationale, c'est le cadet de leurs soucis, si tu veux. Non, nous on est sur les sujets d'avenir, on est sur la retraite, on est sur c'est toutes ces choses qui, par ailleurs, se cassent la figure, faut bien le dire. Okay. Bref, on va pas s'étendre. Mais toi, Jérôme, de ton côté, de quoi tu parles cette semaine dans Mon Numérique? Je parle de l'IA et de l'enseignement à l'occasion de la sortie d'un livre dont tu as entendu parler, puisque tu en as même parlé sur ton site, qui est le livre d'Olivier Babot et Laurent Alexandre, qui s'appelle « Ne faites plus d'études à cause de l'intelligence artificielle ». Ah ouais, grosse presse, ils sont partout dans les médias. Ils sont également dans Monde Numérique. Donc cette semaine dans Monde Numérique, une interview d'Olivier Babot, co-auteur de ce livre. Et c'est passionnant parce que il explique pourquoi ils ont choisi cet angle-là, pourquoi selon eux tout est en train de changer. Bon, le titre évidemment du bouquin est assez provocateur, mais derrière ça, on décortique un peu toute la mécanique. Et puis je m'intéresse aussi, je reviens sur une annonce d'il y a 15 jours dont on avait parlé, qui est l'arrivée des nouveaux navigateurs propulsés à l'intelligence artificielle, du côté d'OpenAI, du côté de Anthropic, etc. Mais qui, comme tu le sais, pose des problèmes, notamment des problèmes de sécurité. Et j'en parle, tiens-toi bien, avec un responsable d'un concurrent, parce qu'en fait, c'est un porte-parole de Firefox. Et on aborde ce sujet-là des navigateurs boostés à l'IA. Est-ce un problème en matière de cybersécurité? En tout cas, ça amène d'autres questions qui n'avaient pas été répondues jusqu'à maintenant. Exactement, ouais, parce que le bénéfice est vraiment bien. Enfin, moi j'aime bien c'est tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent avec Atlas là. C'est vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est comme ça que tu réserves et que t'achètes maintenant dans ta vie. Ah mais c'est génial. Ah ouais. Tiens, et pour l'anecdote, il y a quelques jours, j'étais aux États-Unis, et donc j'ai pu tester Alexa Plus. Tu sais, Alexa un peu amélioré, parce que le Alexa qu'on a en France, il est quand même encore très très basique. Ouais. Est-ce que tu as aimé l'expérience?
Et ben pour la première fois, je suis allé au restaurant avec ma famille après avoir réservé grâce à Alexa Plus, donc uniquement à la voix, uniquement oralement. Tu me rassures, ils avaient ta réservation ou c'est parce qu'il restait de la place? Impeccable, ça a très bien marché, mais en 3 phrases, hein. En 3 échanges, en 3 répliques comme ça, tac tac, réserve demain soir dans tel resto, ok, enfin je dis 3, mais je crois que ça a été même encore plus rapide. Wow. Et ça a super bien marché. Puis j'imagine que comme c'était pas ton Alexa à toi, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Non, c'est pas le mien. Non, c'est mon fils qui a fait tout ça. Voilà, je te raconte tous les détails. C'est lui qui a fait toute la démo. Et en fait, ça a super bien marché. Voilà, écoute, sur ces bonnes paroles, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et puis je te souhaite une très bonne semaine, un très bon épisode de ton carnet. Ben, je te remercie d'être passé dans mon carnet et puis je te souhaite une bonne suite d'émissions à toi aussi. Salut! Bye. Salut Bruno. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. On parle souvent des centres de données et de leur consommation d'énergie, mais chez l'hébergeur français OVH, ils poussent la réflexion beaucoup plus loin parce que l'entreprise française, qui est implantée un peu partout sur la planète et notamment au Québec, vient de développer une nouvelle génération de refroidissement à l'eau pilotée par l'intelligence artificielle qui promet une efficacité énergétique sans précédent. Une approche qui combine frugalité, innovation et souveraineté technologique. Pour nous parler de cette innovation, on va aller rejoindre le directeur mondial de l'environnement chez OVH. Bonjour Grégory Lebourg. Bonjour Bruno. Grégory, il y a quelque temps, OVH annonçait l'arrivée d'une nouvelle technologie de refroidissement qui était destinée à vos centres de données. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la 6e génération de notre technologie de refroidissement à l'eau, qui est une technologie que l'on a introduite, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Ça fait suite en fait à la décision qui avait été prise en 2001 de fabriquer nos propres serveurs, ce qui est une singularité dans le monde des cloud service providers, puisque donc OVH design ses serveurs, mais les construit. Et donc, dès 2001, cette décision industrielle de finalement contrôler la chaîne de valeur a été prise. Et assez naturellement, dès 2002, s'est posé la question de comment refroidir ces serveurs plus efficacement que ne le faisait le marché. Et donc, nous nous sommes légitimement orientés vers le refroidissement en circuit fermé avec des boucles d'eau, ce qu'on appelle le water cooling. Et en fait, ce refroidissement, globalement, il a 2 grands principes à l'échelle du serveur. Le premier principe qui est de collecter les calories à cœur dans le serveur, donc notamment sur la partie processeur, donc on parle des CPU. Maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on parle des GPU, qui sont finalement des processeurs plus musclés. Mais la technologie est la même, c'est de mettre en fait une interface en cuivre, ce qu'on appelle en fait un water block, qui va collecter en fait les calories émises par ce processeur. Alors ça dépend des types de machines, mais globalement c'est 70% de l'énergie thermique qui est dissipée par le matériel. C'est ce qu'on appelle le direct liquid to chip en anglais. Et puis, le reste des composants va être refroidi assez naturellement, comme on le fait dans les data centers aujourd'hui, à travers un flux d'air frais, qui va venir se charger en calories. Mais à la différence de ce que font les concurrents, on ne va pas libérer ce flux d'air dans la salle serveur pour après le refroidir avec des systèmes d'air conditionné, mais on va venir capturer ce flux d'air à l'arrière de la baie et avec un échangeur thermique, un peu comme dans un moteur de voiture, on va venir rééchanger les calories de l'air dans une deuxième boucle d'eau. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on fait à l'échelle depuis une vingtaine d'années. Quand je dis à l'échelle, c'est que nos 44 data centers à travers le monde, donc ça fait 500 000 serveurs, disposent de cette technologie-là. Et effectivement, Bruno, ce à quoi vous faites référence, c'est le fait qu'on en est déjà à la 6e génération technologique. Juste pour matérialiser un petit peu l'effort de développement, ça représente plus d'une centaine de brevets qui ont été déposés au fil des 25 ans dont on parle là. Et cette 6e génération, elle représente vraiment un changement majeur en fait dans la stratégie de refroidissement. On reste sur ces principes de base, il n'y a pas de problème. On est sur le même type d'architecture en faisant circuler un fluide caloporteur en boucle fermée à l'intérieur des baies. Mais par contre, c'est plus l'organisation à l'intérieur des baies
Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, ce qu'il se faisait, et ce qui d'ailleurs se fait aujourd'hui par d'autres personnes dans l'industrie, notamment du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit que cette stratégie de refroidissement à l'eau est la seule solution pour efficacement refroidir les baies. Ce que l'on fait assez systématiquement, c'est de mettre les serveurs en série et d'avoir en fait une unité de distribution qui va venir en fait comme dans un courant électrique, où on peut mettre des composants en série. Là, on met des serveurs en série et on va venir distribuer en fait le flux d'eau individuellement sur chaque serveur. Or, il est très intéressant en fait de les mettre, en parallèle, de les mettre en parallèle. Or, il est beaucoup plus intéressant de les mettre en série et de le regrouper par cluster de machines, de manière à pouvoir mieux gérer le débit en fait que l'on va amener sur chaque machine et de rester dans un régime. Alors là, c'est un petit peu technique, mais dans un régime d'eau dit turbulent qui permet un meilleur échange de calories plutôt qu'un régime laminaire de très faible débit, qui lui ne permet pas en fait un échange efficace. Donc on est vraiment au cœur de la baie, où on organisera différemment les distributions du fluide de refroidissement. Et puis derrière, on ne va pas s'arrêter à ce qui se passe dans la baie, on va aussi travailler sur le gros équipement qui permet de faire circuler tout ce fluide pour un groupe de baies, ce qu'on appelle un module de refroidissement, un cooling module. Et là aussi, on a développé toute une algorithmie pour pouvoir avoir un système qui améliore en fait le fonctionnement des pompes et adapte de manière automatique le débit en fonction de la charge thermique des baies. Avant, on était plutôt dans des systèmes très simples, assez statiques, qui fonctionnent très bien. Mais quand on veut vraiment aller chercher de l'efficacité énergétique, il est intéressant de coller au plus près de la réalité physique de la charge thermique à dissiper. Donc ça fait partie du deuxième étage de la fusée de ce dispositif. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a aussi travaillé sur la fin en fait de la capture des calories. À un moment, une fois qu'on a capturé toute cette chaleur, on va la dissiper avec l'air environnant à travers des gros échangeurs thermiques. Et ces échangeurs thermiques, c'est de nouveau des gros radiateurs, pour faire simple, qui vont échanger les calories contenues dans l'eau avec l'air ambiant. Et là, on va tirer un flux d'air avec des gros ventilateurs. Et là aussi, l'idée, c'était d'optimiser les choses et d'avoir en fait une sorte d'asservissement du régime de fonctionnement de ces échangeurs secs en fonction de la charge thermique. Donc quelque chose de beaucoup plus adaptatif. Qui dit contrôle-régulation, qui dit système adaptatif, dit algorithmie. Et là, on se nourrit en fait de la tendance du moment qui est d'entraîner des modèles. Donc on parle effectivement d'intelligence artificielle là, mais on est vraiment dans le machine learning, le deep learning, pour aller entraîner des modèles de régulation de nos systèmes de manière à ce qu'ils soient optimum sur chacun des points de fonctionnement. C'est vraiment une rupture qui finalement agit sur deux fronts, à la fois l'architecture même des systèmes, mais la manière de les piloter de manière plus efficace. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers tout ce processus-là, vous avez aussi créé une nouvelle génération de baies qui sont intelligentes? Absolument. Ça se décline donc sur chacun des composants que je citais. Donc on va avoir une nouvelle génération de baies, qui sont des baies d'ailleurs très intéressantes parce que je ne suis pas rentré dans le détail au départ, mais ces baies-là, aujourd'hui, les baies qu'on utilise, elles ont des systèmes, des mini en fait, cooling modules à l'intérieur pour justement la partie de capture des calories sur les processeurs. Et grâce à ce système-là, on peut en fait enlever ces équipements actifs et se contenter du cooling module qui lui, fonctionne à l'échelle d'une dizaine, d'une vingtaine de baies. Donc, c'est aussi des gains de place dans la baie. C'est des gains énergétiques, comme je l'évoquais. Ce sont aussi des gains financiers. On est dans une logique complète de frugalité dans l'entreprise et la frugalité passe aussi par la frugalité financière. Donc oui, c'est une nouvelle baie qui va permettre de faire fonctionner ces serveurs-là. Quand vous parliez que vous utilisiez l'IA, évidemment, c'est une IA qui est spécialisée, là, qui travaille directement sur votre machine, mais de façon concrète, comment elle vous aide à réduire la consommation d'eau et d'électricité? Alors de manière très concrète, ça veut dire qu'on va passer par une phase d'apprentissage où on va collecter énormément d'informations qui reviennent du terrain avec différents profils hardware, différents utilisateurs sur ces profils-là. La promesse du cloud, c'est de donner des solutions de calcul et de stockage à nos clients accessibles partout dans le monde 24 heures sur 24. Par contre, on n'a pas idée de l'intensité avec laquelle nos clients vont utiliser ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une base de connaissances la plus complète possible en fonction des data centers, en fonction du profil hardware dont on parle, en fonction du profil de client qui l'utilise, de manière à voir finalement tous les points de fonctionnement que l'on peut observer dans notre base installée. Et là, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, disposant de 500 000 serveurs, on a une base de connaissances extrêmement solide qui va nous permettre de regarder un petit peu les comportements au bout du bout
d'un point de vue thermique et donc de commencer à optimiser l'algorithmie. C'est vraiment ce gros traitement big data qui va nous permettre en fait d'optimiser l'asservissement des pompes, l'asservissement des ventilateurs et d'aller vraiment chercher des gains d'efficacité. On parle quand même de gains d'efficacité intéressants puisque on parle quand même de baisser les débits, donc de gagner de l'ordre de 30% sur le fonctionnement des pompes. Et on parle aussi de diviser par 2 le nombre de ventilateurs nécessaires en bout de chaîne, donc de diviser aussi par 2 la consommation électrique de nos échangeurs. Et c'est finalement toutes ces actions qui peuvent paraître marginales quand on les isole, mais de bout en bout, la suppression des mini-modules de refroidissement dans la baie et l'optimisation du fonctionnement des cooling modules et des échangeurs va nous permettre d'aller chercher cette efficacité énergétique que l'on mesure aujourd'hui dans notre industrie au travers du PUE, le Power Usage Effectiveness. Alors, on est déjà plutôt très bon sur ce front-là, puisque nous, notre PUE mondial est de 1,24. Donc, c'est l'énergie consommée par les data centers divisée par l'énergie consommée par les serveurs qu'ils hébergent, ce qui est vraiment utile. Donc, c'est une forme de rendement inversé, supérieur à 1, mais on doit se rapprocher le plus près de 1. Et aujourd'hui, quand on regarde la moyenne de l'industrie, on est aux alentours de 1,56. Donc déjà, on sait qu'avec notre système, j'ai envie de dire historique, on est déjà très efficace puisqu'on est à 1,24. Mais avec ces systèmes-là, la promesse, c'est d'aller en dessous d'1,2 et de se rapprocher d'un seuil critique que j'estime être aux alentours de 1,1 parce que y a toujours des pertes par effet Joule dans la distribution électrique. Il y a aussi des systèmes auxiliaires dont on a besoin. Mais voilà, c'est vraiment tout ça, c'est pour contribuer encore une fois à réduire l'impact environnemental de nos infrastructures. Je veux revenir sur un point que vous disiez parce que vous avez pesé votre mot quand vous avez parlé de l'importance de l'eau. Pourquoi l'eau est l'incontournable là-dedans? Pourquoi il n'y a pas un liquide synthétique qui aurait pu être développé pour arriver à servir de refroidisseur? C'est très intéressant comme question. Alors effectivement, pourquoi l'eau déjà? Alors pourquoi un liquide? Alors déjà, un liquide, ça c'est vraiment de la thermodynamique, c'est simplement que les liquides, par essence, ont des chaleurs latentes, des capacités finalement de collecter, de véhiculer la chaleur bien supérieures à l'air, bien supérieures au gaz de manière générale. Bon, pour faire simple, si je caricaturais, les gaz c'est plutôt fait pour isoler et les liquides c'est plutôt fait pour transmettre en fait les calories. Bon. Après, le choix de l'eau, l'eau, c'est un liquide qui est disponible. Alors, on est en circuit fermé. Cette eau-là, elle a vocation à tourner pendant 15 ans dans nos systèmes. Mais c'est un fluide qui est finalement très facile à utiliser. C'est un fluide qui coûte pas cher. Et c'est un fluide qui est très efficace. Alors maintenant, quand on regarde dans le détail, cette eau-là, elle va subir quand même des traitements parce que on ne veut pas qu'il y ait de développement bactérien, on ne veut pas qu'il y ait de trop de corrosion. Donc, on va regarder son pH, on va regarder sa conductivité, on va finalement maintenir les conditions physico-chimiques de ce fluide au fil du temps pour qu'il n'y ait pas de dégradation du système, à la fois de la performance thermique, mais aussi du système au sens intégrité physique de la tuyauterie et des éléments constitutifs. Donc oui, l'eau s'est assez naturellement imposée. Alors on peut imaginer aussi de l'eau avec un peu de glycol. Le glycol est intéressant parce que ça évite effectivement, notamment dans des pays comme le Canada et notamment la région de Montréal où on opère, d'avoir des problématiques de gel, en fait, alors plutôt à l'extérieur du bâtiment, en bout de chaîne. Donc on met un petit peu de glycol, mais le glycol, lui, il est moins conducteur que l'eau. Donc il y a aussi tout un savoir-faire pour mettre finalement une portion assez faible de glycol dans les systèmes pour garantir en fait la performance technique. Alors maintenant, si un prix Nobel de physique arrive avec un liquide révolutionnaire, pourquoi pas, on regardera, mais il faudra regarder aussi quel est le coût environnemental pour synthétiser ce liquide-là, quelle est sa durée dans le temps et surtout quelle est sa recyclabilité. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder, mais aujourd'hui, l'eau fonctionne très bien. Vous le disiez tout à l'heure, ce savoir-faire-là, il vient de chez vous, ça a été maison parce que c'est vous qui développez vos propres serveurs. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, ce savoir-faire-là, vous pourriez le commercialiser? Alors, pas en tant que tel, parce qu'encore une fois, tout ça correspond à un modèle d'affaires qui a été imaginé au moment de la construction de l'entreprise en 99, qui était d'avoir vraiment une forme d'autonomie, de souveraineté. Et la souveraineté, elle passe aussi par le volet de la souveraineté technologique. Donc l'idée était de ne pas être dépendant des autres et de continuer à pouvoir innover. Alors ça demande beaucoup d'argent, on investit massivement dans cette R&D de refroidissement, mais encore une fois, c'est très adhérent au fait qu'on est finalement propriétaire de nos serveurs, propriétaire de nos infrastructures et qu'on les conçoit de bout en bout. Donc ça, cette chose-là, j'ai envie de dire, il y a une forme de propriété intellectuelle que l'on veut conserver. Pour autant, on participe à des initiatives multilatérales. Une d'entre elles, par exemple, c'est l'Open Compute Project, dont on est membre, et on essaye d'amener notre savoir-faire, notre surtout retour d'expérience à grande échelle depuis plus de 20 ans, pour essayer de standardiser justement
tous les éléments constitutifs de ces technologies de refroidissement à l'eau. On parlait des cooling distribution units, on parle aussi des cooling modules, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, on apporte effectivement des bonnes pratiques pour que l'industrie arrive à standardiser les composants et que finalement des gens qui ne sont pas complètement intégrés comme nous puissent aussi les acheter, en bénéficier pour être le moins impactant d'un point de vue environnemental. Oui. Je reviens sur le fait que vous avez plusieurs points de service à travers la planète. Je présume que les tests ont été faits en grande partie en France. L'installation se fait en France d'abord. Ça va prendre combien de temps dans votre échéancier pour que tous vos centres à travers le monde, et évidemment, j'ai un intérêt assez particulier pour ce qui se passe ici au Canada, puissent bénéficier de cette nouvelle technologie? Alors, ça ne prend aucun temps. Il n'y a aucune différence entre la France et le reste du monde parce que d'un point de vue technologique, on est extrêmement centralisé. C'est-à-dire que c'est la même technologie que l'on applique partout dans le monde. Il peut y avoir sur le front de l'évacuation des calories des petites différences qui sont liées aux conditions climatiques des pays dans lesquels on opère. Clairement, dans des pays très chauds l'été, avec notamment un taux d'humidité important dans l'air, on ne pourra pas utiliser le refroidissement évaporatif, où là on utilise un peu d'eau en circuit ouvert, on ne pourra pas l'utiliser. Donc en Inde c'est plus compliqué, à Singapour c'est plus compliqué, et même plus près de chez vous, par exemple en Virginie, aux États-Unis, on a un climat qui est quasiment subtropical l'été. Donc voilà, il y a des petits ajustements à faire d'un point de vue technologique, mais sur le système global. Sur la capture des calories, le fait d'aller au cœur des serveurs et d'utiliser ce refroidissement à l'eau, ça on le fait partout instantanément. Alors, nous avons un data center expérimental en France qui nous fait passer de la phase de R&D à une phase finalement de prototype à l'échelle. Il est clair que très souvent, le déploiement commence de manière industrielle dans nos data centers français parce que voilà, ce sont d'abord des data centers de grande taille, donc ils ont la capacité d'accueillir ces technologies-là, mais au bout de quelques semaines, ce sont des technologies qui sont disponibles partout dans le monde. Et en particulier au Canada, c'est une des spécificités, c'est que nous avons notre propre usine aussi qui fabrique les serveurs. C'est-à-dire que notre data center près de Montréal, qui est à Beauharnois, nous avons juste à côté une usine de serveurs qui fait exactement la même chose que l'usine que l'on a dans le nord de la France, les mêmes équipements, qui a les mêmes gammes de serveurs à produire. Alors, c'est une usine qui a vocation à équiper le Canada, donc Montréal et Toronto, qui sont nos 2 points de présence, mais également bien sûr le marché nord-américain, donc l'Oregon en côte ouest et la Virginie en côte est. Et donc, bien évidemment, alors là, pour le coup, le cycle est extrêmement court puisque ces équipements, que ce soit les serveurs ou les équipements de refroidissement, sont fabriqués là-bas. En terminant, parce que je suis quelqu'un de très curieux, c'est quoi les prochains axes de recherche d'OVH en matière de refroidissement ou de durabilité énergétique? Alors, les axes, en ce qui concerne les technologies de refroidissement, les axes, si on se projette un peu plus long terme, il y a vraiment des axes très, très intéressants sur travailler sur le régime de température. Ce qu'il est intéressant de comprendre dans notre modèle, c'est que plus le delta de température, la différence de température entre la branche froide qui sert à resservir les serveurs et à refroidir les serveurs, et la branche chaude qui va venir amener les calories qui ont été collectées, plus cet écart de température est important, moins on a besoin de débit, donc moins on a besoin d'énergie. Donc aujourd'hui, on est déjà l'opérateur qui travaille avec le plus gros delta de température sur le marché. On est à 20 degrés Celsius entre la branche froide et la branche chaude. Si on pouvait amener ce delta de température à 30 degrés, on gagnerait encore en efficacité énergétique. Mais encore une fois, ce delta de température induira une branche chaude plus élevée et donc se pose le problème en fait du refroidissement des derniers serveurs dans les baies. Donc il faut jouer avec toutes ces limites-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de travailler sur le régime de température. Aujourd'hui, notre branche froide, elle fonctionne à 27 degrés Celsius. Donc elle ressort à 47 degrés Celsius. Si on était capable d'augmenter la température d'entrée à, par exemple, une quarantaine de degrés Celsius, eh bien, nous aurions une température de sortie bien plus importante, qui fait qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser de l'évaporative cooling, du cooling évaporatif en bout de chaîne quand les températures extérieures sont élevées. Donc ça nous amènerait un gain, pas forcément énergétique, mais un gain sur l'usage de l'eau qui, aujourd'hui, est modéré avec notre technologie d'échangeur sec, mais on utilise quand même de l'eau un peu en boucle ouverte. Si on peut arrêter de faire ça, c'est vraiment un gros progrès pour l'environnement. Et puis enfin, je dirais qu'il y a aussi un autre intérêt sur le front environnemental, c'est que plus notre température de sortie est importante, plus la valorisation de ce qu'on appelle la chaleur fatale de notre industrie sera efficace. Si on veut s'interconnecter sur un réseau de chaleur, un réseau par exemple de distribution de chaleur à l'échelle d'une ville, eh bien ces réseaux-là typiquement vont fonctionner sur des régimes de température pour les plus bas à 70 degrés et pour la moyenne plutôt à 90 degrés. Donc plus on est proche de cette consigne de température, plus l'échange de calories se fait de manière efficace et donc plus
la revalorisation de l'énergie est faite efficacement. Donc il y a aussi un intérêt par rapport à toute cette circularité que l'on cherche en bout de chaîne. Au global, finalement, nous, on utilise de l'électricité. Cette énergie, elle est transformée en chaleur. Si on peut la revaloriser à 100%, eh bien, ça y est, finalement, la boucle est bouclée et on a vraiment une réduction significative de l'impact environnemental. En tout cas, en vous écoutant, c'est clair que vous avez encore beaucoup de travail devant vous. Grégory Lebourg, je rappelle, vous êtes directeur mondial de l'environnement chez OVH. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Bonne journée. Au revoir. Depuis l'arrivée de ChatGPT et des outils comme Copilot, les entreprises se familiarisent avec ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle de commodité. Mais comment passer à l'étape suivante, celle où l'IA devient vraiment un levier de création de valeur? Comment la personnaliser pour qu'elle serve la stratégie d'une organisation plutôt que de simplement automatiser des tâches? Pour répondre à ces questions, on va aller retrouver la PDG de Vidence. Bonjour, Sarah Legendre-Bilodeau. Bonjour Bruno. Sarah, basée sur mes lectures d'un texte qui s'est publié sur le blog de Vidence, j'aimerais savoir, c'est quoi la principale différence entre une IA de commodité et une IA de valeur dans le contexte d'une entreprise? Mais en fait, c'est que avec l'arrivée de ChatGPT, Copilot, Gemini, bon, il y a toutes sortes d'outils comme ça qui sont arrivés sur le marché. Je veux dire, même dans les maisons des gens, là, dans nos familles, nos enfants les utilisent. Ça, pour moi, c'est l'IA de commodité. C'est vraiment des outils qui sont disponibles au jour 1. On n'a pas besoin de les personnaliser. On peut les utiliser pour planifier nos vacances, pour nous aider à rédiger, par exemple, des textes, des courriels, faire des réponses, faire de la traduction. C'est pas personnalisé, sauf que ça fonctionne bien. On a même l'impression que c'est magique. Ça, pour moi, c'est l'intelligence artificielle de commodité. C'est vraiment... J'aime ça voir ça comme juste une évolution technologique. J'ai dit juste, mais je fais exprès, je suis un petit peu provocatrice. C'est une évolution technologique, c'est la suite, hein? On s'est numérisé comme société, on a utilisé le web. Ben maintenant, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à aller plus loin. Donc ça, pour moi, pour une entreprise, c'est de l'évolution. Et une IA de valeur, qu'est-ce que c'est alors? Une IA de valeur, ça, c'est quand on a réussi un peu cette adoption-là de la commodité, ben, l'étape suivante, c'est d'amener de la personnalisation avec nos données, avec notre contexte d'entreprise, de s'assurer que ces outils-là sont pas juste comme des bons généralistes ou génériques, mais plus qui vont nous amener plus de profondeur, qui vont nous permettre de résoudre des problématiques très ciblées pour notre entreprise et qui vont surtout amener un retour sur investissement. Mais si je t'écoute, ça veut dire que l'IA de commodité, la première IA dont on parlait, là, Ouais. pour monsieur, madame, tout le monde, si on le présente comme ça, à long terme, ça amène pas d'avantages compétitifs. Mais non, parce que tout le monde doit l'adopter. C'est vraiment juste se garder à niveau technologiquement parlant comme une entreprise. Et moi, j'aime dire que c'est comme quand on a déployé dans les entreprises Zoom, Teams pour des rencontres virtuelles. Tu sais, pendant la pandémie, les entreprises sont beaucoup mis à niveau, au niveau technologique, je vais dire, pour faciliter les communications. Mais pour moi, l'IA de commodité, c'est un peu, c'est juste la suite. Puis ça, toutes les entreprises le font en même temps. Fait qu'on peut pas espérer se différencier sur un marché de faire, je vais dire, entre guillemets, juste adopter la commodité. Mais on n'a pas le choix de le faire parce que on est rendu là. Mais toi qui es quand même en contact avec bon nombre d'entreprises, autant au Québec qu'à l'étranger, as-tu l'impression que majoritairement, la plupart des entreprises dans différents domaines sont encore à ce niveau-là, à l'étape de l'IA de commodité? Ah, définitivement. Définitivement. En fait, j'ai même l'impression que les gens ont plus adopté la commodité dans leur vie personnelle puis à la maison avec les enfants que les entreprises ont réussi à le faire pour l'instant. Donc, pour moi, c'est encore un grand défi, l'adoption de l'intelligence artificielle de commodité dans les entreprises.
Ça demande de changer nos façons de faire, de développer des réflexes, de faire appel à ces outils-là, au lieu de refaire comme on faisait il y a 20 ans, il y a 10 ans, les tâches de la même façon. Puis c'est une grosse gestion de changement. C'est pas parce que c'est de la commodité que c'est facile. C'est ça que je veux dire. Donc, ouais. Eh bien, je reviens donc à l'IA qui amène de la valeur. Comment une organisation peut identifier les processus internes où l'IA pourrait vraiment amener de la valeur dans son travail? En fait, moi, j'aime bien partir des problèmes ou je vais dire, des processus inefficaces en entreprise, puis ensuite de voir, mais comment on peut s'améliorer. Puis, pour moi, l'intelligence artificielle est un excellent outil pour amener comme plus d'efficacité interne, d'efficience, penser à l'intelligence artificielle puis comment je pourrais l'amener, c'est pas un besoin d'affaires, ça. Faut partir d'un problème, d'une ambition d'affaires, puis ensuite de voir comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Donc, pour moi, c'est de travailler avec ce que j'appelle des cas d'usage, là. C'est de dire, j'ai une problématique, je sais que l'IA peut m'aider sur cette problématique-là. C'est quoi la première brique que je peux poser pour amener une amélioration sur ma problématique grâce à l'intelligence artificielle, mais je veux dire de façon consciente avec une saine gestion des risques de l'entreprise. Mais de l'autre côté, il faut toujours garder en tête qu'une IA généraliste, elle amène aussi avec son lot de risques quand on utilise ça dans une entreprise, là. Ah oui, moi je pense que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes, je veux dire, à déployer des solutions d'intelligence artificielle bout en bout qui prennent en charge l'ensemble, des ensembles de processus complets. Faut pas oublier que quand on parle d'intelligence artificielle, la notion de risque, elle prend tout son sens parce qu'on travaille avec des probabilités. Puis là, je veux pas être trop mathématique, là. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on mobilise l'intelligence artificielle, on a un risque de se tromper. Et ça, c'est quand même un bon changement de paradigme. C'est qu'il faut constamment gérer le risque d'erreur. Puis une IA que tu as appelée générale, bout en bout, ou agentique, là, qui serait vraiment comme qui prendra en charge l'ensemble d'un processus, on doit travailler avec des risques d'erreur à plusieurs étapes du processus qui est automatisé par l'intelligence artificielle. Et ça, la maturité, je trouve, n'est pas là beaucoup dans les entreprises pour être capable de gérer ça actuellement. Fait que je préfère de beaucoup amener l'IA de façon plus ciblée à court terme. C'est justement ce que tu appelles l'IA de valeur. C'est justement quand on prend le temps d'encadrer son utilisation et de s'assurer qu'elle a accès à ce dont on a vraiment besoin et pas de partir n'importe où, là. Exactement. Puis qu'on guide sur quelles données il faut utiliser parce que la matière première d'intelligence artificielle, je le dis souvent, c'est la donnée. La donnée qui peut prendre plein de formes. Ça peut être du vidéo, du son, du texte manuscrit, évidemment de la donnée financière. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais quand on amène la personnalisation, c'est qu'on guide sur c'est quoi la base de connaissances que je veux fournir à mon intelligence artificielle pour qu'elle soit pertinente pour mes besoins. Fait que pour moi, c'est là qu'on commence à créer de la véritable valeur puis qu'on peut se différencier sur le marché. Et c'est quoi les compétences ou les structures internes dans une entreprise qu'on doit développer pour justement arriver là, à intégrer son IA puis qu'elle devienne une IA de valeur? Évidemment, il faut être en maîtrise de ses informations, ses données, son actif informationnel. Faut bien le gouverner, faut s'assurer qu'il soit disponible au bon moment, faut qu'il soit de qualité. Fait que nos données, faut qu'elles soient de qualité, donc ça prend des compétences, en gestion de nos informations, de nos données internes dans l'entreprise. Ça, c'est important. Après ça, évidemment, il y a toute l'expertise pour développer, mettre à disposition de l'intelligence artificielle. Puis là, c'est là qu'on a tous les métiers reliés à l'intelligence artificielle qui vont du scientifique des données, du spécialiste en apprentissage automatique, de l'ingénieur intelligence artificielle. Bon, il y a toutes sortes de métiers qui viennent contribuer à ça. Mais après ça, faut pas sous-estimer le besoin de faire évoluer l'ensemble de nos expertises internes dans les entreprises pour être capable d'utiliser les solutions d'intelligence artificielle qui seront mises à notre disposition. Puis j'ai envie de parler, par exemple, dans le légal, les avocats. Les avocats doivent faire évoluer
leur façon, je veux dire, de livrer leurs prestations de services dans un contexte où ils vont devoir apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de façon sécuritaire puis à valeur ajoutée. Fait que c'est aussi je veux dire, toutes les corps de métier, les expertises qui doivent évoluer pour l'intelligence artificielle. Mais en bout de ligne, comment on arrive à mesurer le retour sur son investissement quand on parle d'une IA de valeur? Oui, une IA de valeur, bien évidemment, quand c'est le plus facile, c'est quand on mobilise l'intelligence artificielle pour prendre en charge des processus internes ou est-ce qu'il y a un coût qui est relié à des humains qui font la tâche qu'on va vouloir mobiliser ailleurs puis remplacer dans certains endroits par l'intelligence artificielle. Fait que dans ces cas-là, on arrive à mettre des dollars au bout. Fait que quand c'est pour de l'automatisation de processus, souvent le retour sur investissement, il est assez facile à calculer. Je vais dire facile entre guillemets parce que c'est pas si facile que ça. Mais après ça, quand on amène l'IA plus pour améliorer l'expérience client, pour améliorer l'expérience employée ou pour s'assurer que l'entreprise reste à flot, je veux dire, dans l'innovation puis tout ça, ce retour sur investissement-là, la valeur ajoutée est moins tangible. Donc, c'est important d'arriver avec du quantitatif au niveau dollar quand on mesure un retour sur investissement, mais pas que. Donc, d'être aussi dans, je vais dire, tous les bénéfices intangibles ou le fait de rester à jour dans son marché ou d'arriver avec un avantage concurrentiel ou d'avoir une meilleure expérience client. Mais dans ces cas-là, le bénéfice, il est plus difficile à calculer, mais il est tout à fait là. C'est plus, c'est ça, c'est intangible actuellement. Fait que c'est deux facettes au retour sur investissement qu'on doit prendre en compte. Sarah, en terminant, toujours dans le contexte là, de l'adoption stratégique de l'IA au sein d'une entreprise, c'est quoi selon toi le grand défi des organisations? Est-ce qu'il est technologique, est-ce qu'il est culturel ou est-ce qu'il est éthique? Le grand défi est humain. C'est vraiment, pour moi, actuellement, le grand risque qu'on a, c'est que avec l'évolution qu'on vit sur le sujet de l'intelligence artificielle, ça va tellement vite. Les outils sont fabuleux. Il y en a des nouveaux à chaque semaine qui sortent. Et l'humain n'arrive pas, je trouve, à faire évoluer ses façons de faire aussi vite que la technologie nous amène dans le changement. Fait que c'est très humain, puis c'est toutes les professions, tous les métiers qui seront touchés. Donc, c'est important d'être préoccupé par le sujet humain relié à l'intelligence artificielle. Ben Sarah, merci d'avoir accepté de venir faire du pouce dans mon carnet sur l'article que tu as publié sur le blog. Je rappelle, le titre, c'est « De la commodité à la création de valeur, l'utilisation stratégique de l'IA en entreprise ». C'est sur le blog de chez Vidence. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon carnet, vous allez retrouver un hyperlien pour vous rendre sur le site. Sarah, merci infiniment et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Direction Dakar maintenant au Sénégal pour retrouver Muriel Edjo, rédacteur en chef de We Are Tech Africa. Cette semaine, il nous parle de l'Algérie qui veut encadrer les réseaux sociaux, de l'arrivée prochaine de téléphones intelligents à bas prix sur le continent et d'un ambitieux projet pan-africain pour créer des modèles d'intelligence artificielle inclusifs et souverains. Bonjour Muriel Edjo. Bonjour Bruno, heureux de te retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. Commençons avec l'Algérie qui veut encadrer les réseaux sociaux. Effectivement, comme tu l'annonces, l'Algérie veut encadrer les réseaux sociaux. Un projet de loi a été justement présenté à l'Assemblée nationale par le gouvernement. L'objectif ici est de nettoyer, ou on va dire toiletter, le paysage des réseaux sociaux. 3 axes principaux sont justement identifiés. Il y a la préservation des bonnes mœurs, parce que, entre guillemets, préserver les valeurs religieuses et sociales, parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a les fausses nouvelles, les discours de haine, il y a le cyberharcèlement, il y a les injures, etc. Le deuxième axe, c'est la protection des adolescents contre les contenus préjudiciables, parce que au fil du temps,
on constate que sur les réseaux sociaux, il y a des comportements importés. Pendant longtemps, il y a eu des défis qui étaient lancés sur les réseaux sociaux et on a eu à enregistrer parfois des morts d'adolescents qui se sont justement lancés dans ces challenges. Et puis le troisième le troisième axe, c'est la souveraineté numérique en fait. L'État veut pouvoir avoir un contrôle sur les données personnelles de ces populations, mais il y a également la possibilité pour l'État d'avoir, et ça c'est prévu par le texte, d'avoir un représentant légal avec qui discuter directement parce que il est plus contraignant d'avoir quelqu'un aux États-Unis avec qui dérouler un certain nombre de demandes administratives. C'est plus difficile de joindre quelqu'un justement dans un autre pays. Alors que lorsqu'il y a un représentant local directement, on peut lui faire part d'un certain nombre de points qu'il pourra renvoyer à sa haute hiérarchie. Bien que ce ne soit pas dit dans le texte, je soupçonne également qu'il y ait une possibilité pour l'Algérie d'identifier de nouvelles niches fiscales. Aujourd'hui, le marché de l'influence se développe très bien. On a de plus en plus d'influenceurs qui font dans de l'affiliation et donc ils gagnent beaucoup d'argent. Mm-hmm. Il y a également le marketing digital. Les entreprises de plus en plus vont de ce côté. Donc, il y a de nouvelles niches fiscales à peut-être justement capter. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, au-delà des préoccupations justifiées sur la liberté d'expression que pose un tel texte juridique qui peut être mal utilisé, il faut aussi voir son bien fondé. Aujourd'hui, il y a une nécessité véritable en Afrique d'assainir le monde des réseaux sociaux. Il fait comprendre en fait aux utilisateurs que le virtuel en fait ne les exempte pas de leurs responsabilités. Ce n'est pas un monde parallèle où tout est permis, où on est à l'abri du code pénal par exemple. On ne peut pas se permettre sur les réseaux sociaux de proférer des injures, des menaces, de partager de fausses nouvelles et de les présenter comme des nouvelles authentiques, vraies. C'est un certain nombre de menaces, non seulement à la démocratie en Afrique, parce que vous pouvez manipuler les foules et créer des situations assez conflictuelles. Je prends par exemple le cas du Cameroun actuellement après l'élection présidentielle du 12 octobre qui s'est achevée. Il y a eu tellement de vidéos générées par IA sur les réseaux sociaux que finalement, là, on ne sait plus qui fait quoi, quelle est l'information authentique, parce que la plupart des jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, s'informent sur les réseaux sociaux. Et donc, lorsqu'il y a un appel à boycott, appel à manifestation, lorsqu'on dit non, le gouvernement est tombé, tout le monde descend dans la rue pour se rendre compte que non, c'est pas une vraie information. Ils se retrouvent en face des militaires. Et donc, ça crée un foutoir pas possible. Et donc, dans ce contexte-là, il y a véritablement une urgence pour les États africains à apporter une plus grande régulation. As-tu l'impression que ce que l'Algérie est en train de faire, ça va inspirer d'autres pays? L'Algérie suit l'exemple de certains pays comme le Ghana qui avait déjà, l'Ouganda, même le Kenya qui avait déjà exploré cette voie-là, réguler les réseaux sociaux pour éviter les discours de haine. Il y avait également le Nigeria au grand temps de Boko Haram, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il y avait les recrutements, les endoctrinements et toutes ces choses-là. Et il y avait également toute cette psychose avec des vidéos qui étaient diffusées sur les attaques. Donc, ça créait une psychose parce qu'on ne savait pas véritablement qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Et donc, il serait peut-être temps que les États africains posent ce débat sur la table, au-delà, sortir véritablement des batailles sur la liberté d'expression. Non, on anticipe que vous voulez museler le peuple et tout ça. C'est pas compliqué de mettre en place un cadre
on va dire un cadre réglementaire strict qui empêche que l'État s'accapare des outils pour pouvoir fliquer ou surveiller ou alors restreindre la liberté d'expression. On peut créer un certain nombre d'organismes qui vont jouer le rôle de contre-pouvoir. Mais en l'état actuel des choses, si on ne le fait pas, il y a le risque que le débat public continue à pourrir et finisse par déboucher sur des conflits qu'on n'aura pas anticipés et qui nous conduiront sur le temps à des situations plus graves. On va s'arrêter là-dessus pour le point de l'Algérie. Je t'amène sur le deuxième sujet où là, c'est une bonne nouvelle parce que les opérateurs de télécom africains se sont entendus sur la possibilité d'offrir au marché des téléphones intelligents, des smartphones de qualité pour 30 à 40 $ l'unité. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? D'autant plus qu'il y a tout un monde parallèle qui se passe sur les téléphones. D'avoir ça à un tel montant, là, j'imagine que ça a fait des heureux, ça. Ah, tout à fait. C'est une grosse information. En fait, c'est un gros mouvement qui est initié par les principaux groupes télécoms qui, justement, ont des activités en Afrique. L'objectif ici, c'est véritablement en fait, ils se sont, on va dire, entendus sur un standard technique minimal pour des smartphones. L'objectif ici, c'est finalement de permettre à, on va dire, la majorité des populations africaines d'avoir accès justement à un smartphone. Et pour eux, de développer le marché. Voilà, pour eux, effectivement, ce n'est pas anodin parce que ça permet de développer le marché, ça va accroître les usages. Mais déjà, au-delà de développer les usages, on va dire que c'est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, en Afrique, on a un taux de couverture, par exemple, le taux de couverture des réseaux mobiles 3G avoisine les 80%. Ouais. Et malheureusement, vous avez un taux de pénétration d'Internet, tout appareil confondu, qui tourne autour de 40%. Quand on vient maintenant sur Internet mobile, c'est autour de 32%. Ça veut dire qu'il y a la couverture réseau, mais cette couverture réseau ne sert à rien parce que les gens n'arrivent pas à s'y connecter. Pourquoi? Parce que justement, les appareils sont chers. Aujourd'hui, si l'on compare se connecter depuis un téléphone ou se connecter depuis un ordinateur ou une tablette, les ordinateurs et les tablettes sont sensiblement plus chers en fait. Or, le mobile, vous pouvez le charger, vous pouvez vous déplacer avec, ça offre plus de flexibilité dans ce que vous voulez faire. Et donc, il y a cette nécessité-là justement de faire chuter les prix parce que ça permettra justement, comme tu l'as dit Bruno, non seulement à un plus grand nombre de personnes de se connecter à Internet, surtout quand on sait l'impact qu'Internet a aujourd'hui sur le développement économique et le développement humain, mais ça permettrait également aux opérateurs télécoms qui sont derrière de pouvoir justement augmenter les usages, de se faire des sous. Ce ne sont pas des organismes caritatifs. Ils ont des actionnaires qui attendent un rendement sur des investissements. Donc, on peut dire que ça peut être une approche gagnant-gagnant. Le gros avantage en standardisant, justement, on va dire, un modèle, c'est que ça permettra de sortir des batailles sur les marques. Ça permettra que pour ceux qui ont un petit pouvoir d'achat, ils peuvent avoir accès à un appareil de qualité qui aura un impact sur leurs conditions de vie. Ceux qui ont davantage de gros moyens, qui préfèrent se battre dans les marques et les téléphones qui vont à 3 000, 4 000 $, bon, ils pourront se l'offrir. Ça, c'est un plaisir qu'ils pourront se l'offrir au-delà de l'utilité même basique ou alors essentielle du téléphone. Et c'est là où, justement, cette initiative prend tout son sens. Bon, en tout cas, on suivra ça parce que c'est vraiment intéressant comme initiative. Troisième sujet sur lequel tu voulais porter notre attention, c'est la question de l'intelligence artificielle en Afrique, des acteurs majeurs qui s'unissent pour qu'on puisse enfin créer des modèles de langage inclusifs et souverains. J'aime bien la phrase qui est officielle ou le slogan AI Language Model in Africa, by Africa, for Africa. Cette phrase-là dit tout. Hein? Oui, cette phrase dit tout parce que il y a eu à Kigali au Rwanda lors du Mobile World Congress, on a vu des grands acteurs aussi bien européens
africains qui se sont justement mis ensemble sur cette question de modèle de langage IA qui intègre les langues africaines. L'objectif ici, c'est véritablement une inclusion. L'inclusion déjà pour les services de ces grands acteurs, mais surtout la nécessité de réduire ou alors d'anticiper sur la fracture numérique. Tu sais, Bruno, vous pouvez tout numériser, mais si l'usager ne comprend pas la langue dans laquelle le service est proposé, il ne l'utilisera pas. Et aujourd'hui, c'est pas tout le monde en Afrique ne parle pas français, ne parle pas anglais, parce que ce sont des langues qui ont été, on va dire, importées. Il y a près de 2000 langues sur le continent. Et donc, bien sûr, il y a des langues, on va dire, il y a des langues des langues phares, des langues locales phares comme le Yoruba, qu'on peut retrouver dans plusieurs sous-régions de l'Afrique. Et donc, vous aurez une tranche de la population qui risque d'adopter les services numériques parce que, elle parle français, elle parle anglais. Mais vous aurez une autre tranche de la population qui ne l'adoptera pas, qui préférera toujours aller au guichet ou bien alors dans les services publics. Mm-hmm. Et au final, justement, ça risque de nullifier, en fait, les efforts d'efficacité, de lutte contre la corruption, de transparence que promeut justement le gouvernement numérique, par exemple. Parce que vous aurez voulu mettre fin au gouvernement, on va dire, au service public classique en dématérialisant tout, mais vous aurez toujours une tranche de la population qui ne comprendra pas parce que la langue de la numérisation, elle ne la comprend pas et qui sera obligée toujours d'aller vers d'aller dans les bureaux de l'administration publique. Et donc, vous aurez cette forme hybride qui va finalement porter préjudice à ce que vous vouliez faire à la base, qui était de réduire les dépenses en termes de papier dans le gouvernement et autre chose. Donc, et vous ne pouvez pas obliger non plus, justement, ceux qui ne comprennent pas à s'arrimer, alors que, justement, ils ne comprennent pas. Et donc, il y a justement cet enjeu d'inclusion, cet enjeu d'anticiper sur la fracture numérique. Et puis, il est également plus évident de faire comprendre une information ou alors de permettre à quelqu'un d'acquérir une connaissance lorsque vous la lui passez dans sa langue maternelle, parce que justement, les mots peuvent être plus faciles à comprendre pour la personne, alors que dans une langue, par exemple l'anglais, il ne comprendra peut-être pas le mot exact, sa signification, son essence. Et donc, c'est là tous les enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir à travers l'Afrique, développer ces grands modèles de langage qui intègrent un certain nombre de langues africaines qui permettront justement, que ce soit pour les services de l'État, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les transports, de pouvoir échanger. Même pour un étranger, ce sera plus facile parce qu'il pourra avoir la traduction instantanée entre son chauffeur de taxi qui parle, par exemple, Swahili, et lui qui parle anglais, ils ne se comprennent pas, mais au moins, ils peuvent échanger parce qu'il y a un modèle de langage qui permet que le Swahili soit directement switché en anglais et puis ils se comprennent efficacement. Mais maintenant, le gros défi de ce projet, c'est le côté infrastructure. Et donc, la coalition a prévu de travailler sur 4 chantiers essentiels, en fait. Parce qu'il faut d'abord les données. Mm-hmm. Il faut rassembler les données sur les langues. Les données sur les langues en Afrique sont assez éparses. Les principales langues ont été enregistrées. Les petites communautés n'ont pas forcément de bibliothèque où elles ont, on va dire, préservé un certain nombre de connaissances. Et puis, il y a aussi beaucoup la tradition de l'oralité. Donc, il faudra transcrire justement toutes ces données sur les langues, les phrases, les mots, etc. Et puis, il faudra également la puissance informatique parce qu'il faut des infrastructures qui vont pouvoir, la puissance de calcul, il va falloir générer, il va falloir travailler sur toutes ces données-là. Et puis, il y a également les talents parce que, il a été dit,
c'est pas l'Afrique pour l'Afrique. Donc, pour que ce ne soit pas biaisé, il faudrait que ce soit des Africains qui travaillent sur leur propre langue. Il faut développer le savoir-faire africain. Voilà, il faut donc améliorer ou alors augmenter le nombre de personnes qui ont des compétences en IA et qui pourront justement porter ce projet. Même si au départ, ça commence timidement sur quelques langues, mais il faudra bien qu'avec le temps, ça prenne une vitesse de croisière pour que l'inclusion justement puisse... Et puis, en fait, et le quatrième point, ce sont les règles du jeu. Les gouvernements doivent aider justement avec un cadre juridique qui encourage l'innovation et les investissements. Parce que, bon, si vous lancez un projet, mais que le cadre, l'environnement n'est pas ordonné, codifié, vous vous retrouvez en fait avec d'énormes obstacles à franchir à chaque fois. Et finalement, le projet que vous portez, qui peut avoir un impact humain très fort, va vite être abandonné parce que le volume d'obstacles que vous devrez franchir pour le mener à bien risque de vous étouffer. Ben, Muriel et Joe, merci d'avoir attiré notre attention comme ça sur 3 nouvelles, mais il y en a plein à tous les jours, là, vous en sortez une dizaine sur We Are Tech Africa. Muriel, je te dis merci beaucoup pour cette semaine, puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt. Je te souhaite une très belle semaine, en espérant que lors de notre prochaine rencontre, de très belles informations sur le numérique en Afrique soient à la page. Allez, salut. Ciao. Les publicités générées par l'intelligence artificielle se multiplient sur nos fils d'actualité. Des outils comme ceux utilisés par Ticketmaster créent désormais des annonces sans aucune intervention humaine en adaptant automatiquement le visuel et le message à chaque utilisateur. C'est l'avènement de la publicité hyper personnalisée, mais aussi le début de nouveaux risques en matière de vie privée et de manipulation. Catherine Dupont-Gagnon, la spécialiste de la cybersécurité, s'est intéressée à cette évolution du marketing où l'IA ne se contente plus de cibler les consommateurs, elle les façonne. Avez-vous vu passer dernièrement des pubs générées par l'IA dans votre fil Facebook? Un article récent de 404 Médias exposait une série de contenus publicitaires pour Ticketmaster 100% créés à l'aide des nouveaux outils Vantage Plus et Andromeda. Ces outils génèrent automatiquement des variations de chaque publicité et optimise l'audience pour chacune. Tout ça sans intervention d'un humain. Les publicités sont pour l'instant rudimentaires, voire de mauvaise qualité. L'IA ajuste simplement le slogan en échangeant le nom d'équipe et en ajustant la couleur de l'image pour qu'elle s'agence aux couleurs de l'équipe sportive en vedette. Mais il y a déjà de quoi lever un sourcil, surtout que, toujours selon l'article, Ticketmaster n'est pas un cas isolé. Ces publicités sont un avant-goût du futur décrit par Mark Zuckerberg, soit un système où l'intelligence artificielle ne se contente plus de cibler les utilisateurs, mais crée aussi les publicités elles-mêmes. Plus besoin de photographes, de modèles ou de licences pour les visuels. Tout est synthétique, tout est généré et tout est optimisé pour capter l'attention. Et, selon les sources de l'article, les clics semblent au rendez-vous malgré la mauvaise qualité relative. Dans les mots de Zuckerberg, dans ce futur, un annonceur peut simplement fournir un objectif d'affaires et une carte de crédit. Le reste, ciblage, texte, visuel, vidéo, tout est généré par l'IA, pour chaque utilisateur individuellement. On est officiellement entré dans l'ère de l'hyper-personnalisation à l'extrême. Ce que 404 Médias souligne, c'est que ce phénomène-là n'est pas juste une curiosité technologique et semble appeler à devenir monnaie courante. L'économie de coûts pour la création publicitaire est probablement trop alléchante pour bien des organisations. Et en dehors de nos sentiments personnels, lorsque nos fils d'actualité sont inondés de contenu low effort et sans âme, il y a des enjeux au niveau de notre vie privée. Dans une autre vie, j'étudiais le marketing. Et je me rappelle d'un moment clé où un enseignant nous expliquait le big data en tentant de nous rassurer. Faut pas s'en faire avec les données capturées. L'humain ne pourra pas traiter une quantité aussi massive de données. Il nous faudrait une IA et c'est juste dans un futur éloigné que ça va être un enjeu. Eh bien, il semblerait que ce moment soit finalement arrivé et qu'il faudrait probablement commencer à s'en inquiéter maintenant. Avec cette capacité de générer des milliers de publicités micro-ciblées, on ouvre la porte à des manipulations plus subtiles. Du micro-ciblage politique, des messages très spécifiques pour affaiblir la confiance,
ou encore des campagnes de désinformation qui exploitent nos peurs et nos biais, spécialement conçues juste pour nous. Si Cambridge Analytica avait tenté de micro-cibler des segments larges, l'IA permet maintenant d'aller encore plus fin et avec une échelle quasi infinie. Dans l'article, on parle de biais de spectacle. Et à la limite, c'est pas si inquiétant de se faire notifier lorsqu'une artiste préférée passe en ville. Là où ça devient sérieux, c'est pour les publicités politiques ou idéologiques. Ces pubs générées automatiquement ne sont pas révisées par des humains et on a donc peu de contrôle sur la direction de leur message. On y ajoute aussi les enjeux liés aux deepfakes ou la possibilité éventuelle de voir nos propres visages utilisés dans des publicités générées par l'IA. On se rappelle, Facebook a accès à des tonnes d'images et de vidéos de nous. Dans ce contexte, les possibilités deviennent infinies et franchement cauchemardesques. Surtout que, pour l'instant, rien ne semble prévu pour protéger les consommateurs contre ces dérives potentielles. Il faudra donc être plus que jamais vigilant lorsqu'on va passer une publicité sur les réseaux sociaux ou peut-être considérer d'investir dans un outil qui bloque carrément le contenu publicitaire lorsqu'on navigue sur le web. Autour de Thierry Weber, qu'on retrouve en Suisse, alors qu'il s'arrête cette semaine sur une question sensible, celle du lien entre la souveraineté numérique et la défense nationale. Une réflexion qui prend tout son sens à l'heure où plusieurs pays redéfinissent leur stratégie numérique. On l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Et si la souveraineté numérique devenait une affaire de défense nationale ? Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'un virage stratégique qui secoue la Suisse. L'armée ne veut plus stocker ses données sensibles chez Microsoft. Une décision qui en dit long sur la nouvelle bataille du numérique, celle de la souveraineté des données. Alors que la plupart des administrations publiques suisses et européennes travaillent avec les outils de la firme de Redmond, eh bien, le département fédéral de la défense, ici en Suisse, veut désormais reprendre le contrôle. Et ce choix n'est pas anodin. Il met en lumière les tensions entre efficacité technologique et indépendance numérique. Tout est parti d'une déclaration du chef de l'armée suisse, Thomas Süssli, qui a exprimé publiquement sa méfiance vis-à-vis des clouds américains. Selon lui, il n'est pas question que des informations stratégiques, qu'il s'agisse de planification militaire ou de cybersécurité, soient hébergées sur des serveurs dépendants du droit américain, comme ceux d'Azure ou d'Amazon Web Services. L'armée envisage donc de se doter d'une alternative souveraine à Microsoft 365, hébergée en Suisse sous contrôle national. Ce débat ne date pas d'hier. Déjà en 2022, plusieurs experts mettaient en garde contre le Cloud Act, cette loi américaine qui permet aux autorités des États-Unis d'exiger l'accès à des données stockées à l'étranger par des entreprises américaines. Et cela, même si ces données concernent un autre pays. Ce qui me frappe ici, c'est que la Suisse, souvent prudente et consensuelle, prend ici une position très ferme. D'un côté, Microsoft est devenu un outil quasi indispensable à la productivité moderne, communication, collaboration, partage sécurisé de documents, etc. Tout y est. De l'autre, il y a une réalité, cette réalité géopolitique, dépendre d'un fournisseur étranger. C'est aussi accepter qu'une partie de son infrastructure numérique soit soumise à des règles qui ne sont pas les siennes. Je me souviens avoir vu ce débat émerger déjà au CES lorsque certains acteurs européens présentaient des solutions cloud souverain. À l'époque, cela paraissait presque utopique face aux géants américains. Aujourd'hui, cette utopie devient une nécessité stratégique. La France y est déjà essayée avec des solutions cloud de confiance, mais les résultats ont été mitigés. Les coûts sont élevés, la flexibilité moindre et les utilisateurs, souvent habitués aux écosystèmes Microsoft ou Google, rechignent à changer. Mais dans un contexte de cyberattaques croissantes et de guerre de l'information, il devient urgent de réinventer notre façon de penser l'informatique d'État. Le défi n'est pas uniquement technique, il est politique, économique et culturel. Il s'agit de concilier sécurité, indépendance et innovation sans retomber dans le piège du repli technologique. En Suisse, l'armée n'est pas seule à s'interroger. Plusieurs cantons et administrations explorent déjà des solutions locales comme les services d'Infomaniac ou d'autres acteurs helvétiques capables d'assurer un hébergement 100% souverain. Le secrétariat d'État à la numérisation travaille d'ailleurs sur un cadre de référence pour encourager le recours à des infrastructures suisses.
Et ce n'est pas une première. Souvenez-vous, en décembre dernier, Neuchâtel avait inscrit l'intégrité numérique dans sa constitution. J'en avais d'ailleurs parlé ici dans une capsule de mon carnet. La question devient donc nationale. Peut-on encore parler de neutralité suisse à l'ère du cloud globalisé ? Peut-être que la neutralité, aujourd'hui, passe justement par la maîtrise de ses propres données. Finalement, ce que je retiens, c'est que cette décision de l'armée suisse dépasse largement la simple question d'un logiciel ou d'un fournisseur. Elle symbolise un tournant, celui d'une souveraineté numérique assumée, où la sécurité des données devient un pilier de la défense nationale. Et vous, seriez-vous prêt à renoncer à la simplicité d'un service américain pour un cloud 100% suisse ? Ou propre à votre pays, bien évidemment, eh bien la question mérite d'être posée car elle nous concerne tous, institutions, entreprises et simples citoyens, tous pour le même combat. Allez, pendant ce temps, je vais faire mon backup chez Infomaniac ici en Suisse. Faites attention à vos données, en tout cas là où vous les stockez. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Cette semaine, Stéphane Ricoul revient sur une réflexion autour de l'intelligence artificielle et de la manière dont on pourrait mieux encadrer son développement sans freiner l'innovation. Une perspective éclairante qui fait écho au débat actuel sur la gouvernance et les limites de l'IA. La vie est quand même bien faite. Nous pouvons être d'accord avec quelqu'un sur un objectif sans emprunter pour autant exactement le même chemin. L'ambition portée par Yoshua Bengio et Loi Zéro, qui est de rendre l'IA sûre, honnête, digne de confiance, est légitime et utile. Là où je diverge, c'est sur l'idée que la voie la plus prudente serait de limiter l'agentique, ces systèmes capables de planifier et d'agir. J'ai eu cette chance d'être présent dans une salle avec devant moi le professeur Yoshua Bengio, pour qui j'ai énormément de respect. Rares sont les personnes qui réussissent à poser un regard critique sur ce qu'ils ont permis de créer au moment opportun où tout le monde devrait adopter la même posture. Cependant, cela ne veut pas dire que je dois m'imposer le fait d'essayer d'être en accord sur l'ensemble de ces points. Et en ce qui concerne l'agentique, qui semble être sa nouvelle bataille, c'est un point de divergence entre nous. Je crois au contraire qu'il faut préserver cette branche d'innovation parce que ses bénéfices potentiels sont considérables et organiser autour d'elle un jeu d'incitation financière qui rende économiquement rationnels les usages vertueux et trop coûteux les usages nocifs. Le professeur Bengio met l'accent sur une IA non agentique, donc des systèmes conçus pour comprendre et répondre avec véracité, exprimer leur incertitude et montrer leur raisonnement, mais il les voudrait sans cette capacité d'agir de façon autonome dans le monde. Cette philosophie donne une direction claire selon lui pour réduire les risques, celle de la transparence, de la traçabilité, sans action imprévisible. Je diverge toutefois sur le diagnostic. Pour moi, le problème ne réside pas dans l'autonomie en soi, mais dans la finalité qu'on lui assigne et dans les incitations qui l'orientent. C'est pourquoi je préfère préserver l'agentique, et d'ailleurs, au-delà de l'agentique actuelle, je préfère préserver toute innovation à venir, mais, et c'est un gros mais, en gouverner les usages par des incitations économiques claires et des mécanismes de responsabilité financièrement lourds de conséquences, afin de rendre économiquement dominants les déploiements à impact positif et dissuasif ceux qui dégradent la société, l'environnement ou la démocratie. L'agentique est une mécanique concrète. Pensez à un agent qui, en réordonnançant les routes de livraison, réduit les kilomètres, donc les coûts et les émissions. Un agent clinique qui prépare un dossier en amont et donc libère du temps médical pour l'examen, qui est autrement utilisé pour de la paperasse. Un agent industriel qui ajuste une recette de production en temps réel afin de diminuer le rebut et l'énergie. En filigrane, la question n'est donc pas agent ou pas agent, mais quelles actions déclenchées à quelles conditions, avec quel garde-fou et au bénéfice de qui. Le vrai risque ne vient pas de l'agentique en soi et de sa capacité de décider en toute autonomie, mais de l'alignement pauvre entre ce que l'agent est incité à maximiser et ce que la société a intérêt à privilégier.
Tant que l'économie de l'IA récompensera d'abord l'extraction des données et la captation d'attention, nous obtiendrons toujours de meilleurs algorithmes de captation. Si nous rémunérons plutôt la réduction d'attente à l'hôpital, l'épargne énergétique ou la qualité de service, nous obtiendrons alors avec les mêmes talents de meilleurs agents de santé. C'est ici que les incitations deviennent décisives. C'est ici que je diverge en partie avec le professeur Bengio. Le droit pose les limites et dit ce qui est acceptable, et c'est la proposition de son organisme Loi Zéro. Le prix, lui, déplace les trajectoires. On l'a vu avec les accords de licence entre éditeurs de contenu et fournisseurs de LLM. Le simple fait d'assigner une valeur explicite au corpus change rapidement les pratiques d'entraînement, la transparence des sources et les investissements dans la traçabilité. Quand le Financial Times ou d'autres concluent des licences, ce n'est pas qu'une clause juridique. C'est un levier économique concret qui rend le gratuit beaucoup moins compétitif que le licencié, au bénéfice d'un écosystème plus assaini. À l'inverse, nous devons renchérir ce qui détruit de la valeur sociale. La publicité comportementale fondée sur un profilage sensible, la revente de données sans licence claire, les parcours opaques qui empêchent l'audit doivent devenir des pratiques économiquement perdantes. Une redevance modulée sur l'usage de données à risque, indexée sur la profondeur du profilage et l'absence de traçabilité, enverrait un message limpide comme quoi la donnée n'est pas un gisement gratuit, c'est un facteur de production assorti d'externalités qu'il faut internaliser. Donc, faire en sorte que l'acteur qui tire profit de la donnée prenne aussi en charge ses coûts. Voyons cela comme un malus ciblé qui pousse à basculer vers la minimisation de l'usage des données et la contractualisation des corpus. Ainsi, à terme, les acteurs qui documentent finement leur flux, licencient des sources et rendent auditable l'entraînement paieront moins cher que ceux qui ne le font pas. Et leur avantage compétitif sera d'autant plus durable qu'il sera défendable devant un régulateur, un juge ou un client. Parce que les risques ne sont pas uniformes. Il existe d'autres avenues financières exploitables, comme l'assurabilité, qui est un autre levier puissant. Associé au déploiement agentique des primes d'assurance indexées sur un score de risque, introduit une discipline économique simple fondée sur le principe de mieux on évalue, log et corrige, moins on paie. Sans empêcher d'agir, mais en exigeant d'être responsable dans ses actions. On m'a déjà objecté que ces instruments seraient compliqués ou qu'ils feraient payer au consommateur final la facture de la régulation. C'est justement pour limiter ce transfert qu'ils doivent être calibrés et progressifs. On commence par des usages en amont comme la monétisation des données ou le profilage à risque, là où les surprofits sont concentrés entre quelques acteurs. On fixe peu de catégories d'usage et des métriques simples pour contenir leurs coûts de conformité. On exempte la recherche ouverte, les données réellement altruistes et les petites structures au démarrage. On vise d'abord les flux économiques les plus concentrés, de sorte que l'incidence pèse sur la marge plutôt que sur les prix payés par le public. Enfin, une partie des recettes peut financer des dispositifs qui allègent la facture ailleurs, comme le soutien aux PME ou à la littératie. Surtout, ces instruments complètent les garde-fous techniques que défend le professeur Bengio. Les deux dimensions se renforcent. Pour moi, une obligation de transparence sans incitation à bien faire reste cosmétique. Et une incitation sans transparence est une subvention aveugle. L'équilibre utile est dans la combinaison. La proposition pourrait donc finalement être simple. Elle serait de préserver l'agentique et la piloter par l'économie. Professeur Bengio et moi-même partageons l'objectif de sûreté et d'utilité. Nous différons sur le moyen principal. Dans un monde où les géants du numérique réagissent au prix plus vite qu'aux injonctions, il est cohérent d'attaquer au cœur de la création de valeur qu'est la captation et l'exploitation des données, l'usage intensif du calcul, la chaîne économique qui rémunère tel comportement plutôt que tel autre. Les accords de licence qui se multiplient montrent qu'une autre économie de la donnée est possible quand une valeur explicite est reconnue, documentée et payée. Il ne faut pas réfuter l'agentique parce qu'elle est autonome dans ses décisions, mais il faut exiger que l'économie rende infructueux les usages qui abîment la société, la planète, la démocratie. Ma divergence d'approche avec Yoshua Bengio
n'est pas une opposition de finalité. Sa recherche trace des garde-fous nécessaires. Les incitations proposent une trajectoire praticable à l'échelle du marché. La question, pour nous tous, devient alors concrète et simple. Elle se formule ainsi et ce sera ma conclusion. Quels usages voulons-nous rendre rentables demain et lesquels voulons-nous rendre trop chers pour prospérer? On est rendu au moment où on va rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, rebelote avec un auteur et cette fois-ci, il nous parle de quoi cet auteur-là? Des humains. Moi, j'aime ça parler des humains, tu le sais. Pourquoi pas, hein? J'aime parler technologie, j'aime la technologie, mais j'aime encore plus les humains. Et c'est de ça qu'il nous parle dans un manifeste qu'on pourrait dire que lui et une autre personne ont créé, Nancy Larose, donc ont créé, sont deux co-auteurs. Mais en fait, il y a plusieurs auteurs là-dedans, il y a une vingtaine d'auteurs qui vont parler justement de ressources, de façons d'aborder justement les humains en milieu de travail, d'où le nom du collectif dans lequel ils font partie. C'est le collectif 9 à 5. J'aime beaucoup le nom, c'est très sympathique. Puis c'est ça qui m'a intrigué aussi, puis que j'ai voulu parler à Jean-Marc Lagacé, qui est un de ces deux co-auteurs-là, parce que ça m'intriguait, parce que, tu sais, comme moi, depuis qu'on est revenu de la pandémie, tout le monde essaie de retrouver ses marques un peu, de recréer des rituels, de comment on se voit, comment on se rencontre. On voit souvent des gens en meet-up, là, quand on fait des meetings avec des entreprises, des clients et autres, que tu as une personne qui est seule au milieu d'une rangée de bureaux. On sent que tout le monde n'est pas revenu nécessairement de la même façon en milieu de travail. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, il y en a qui résistent, il y en a qui aimeraient rester dans leur chalet. Donc, il y a tous ces rituels-là qui sont à recréer. Je pense que ça fait du bien d'avoir quelque chose qui est écrit là-dessus et qui nous donne des repères un peu, là. Et contrairement à ton dernier invité, son document, lui, il est déjà sorti. Donc, une fois qu'on aura écouté l'entrevue, on peut aller télécharger le livre. Tout à fait. Ça s'appelle « Enfin des milieux de travail plus humains et durables ». C'est le collectif 9 à 5. Voyons, ça fait référence à 9 heures du matin à 5 heures le soir. Évidemment, 9 à 5, un guide collectif. 18 outils, 20 expertises, puis on peut le trouver en ligne, mais je vais l'annoncer sur mes réseaux sociaux cette semaine pour donner le lien. Très intéressant. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre que tu partages avec nous. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Et on va écouter l'entrevue. 9 à 5, en fait, c'est le constat dans un de mes projets où on fait de la communication anonyme entre des employés et la direction des employés des ressources humaines. C'est une espèce de constat de dire que t'as beau mettre en contact les gens, si le gestionnaire n'est pas outillé à recevoir les communications, s'il n'est pas outillé à recevoir le problème qu'on va lui présenter, la communication est un peu inutile. Ça donne rien de mettre en contact des gens si les gens ne sont pas capables de s'outiller eux-mêmes pour régler le problème. La réponse traditionnelle, c'est de contacter les ressources humaines, c'est d'aller chercher des outils. Et ce que j'ai réalisé, au fur et à mesure que je parlais avec, par exemple, des gens comme Nancy Larose, qui est ma partenaire dans le projet, qui est celle à cause de qui tout ça est arrivé, c'est que des outils, il y en a plein. Il y en a trop, en fait. Et on ne sait pas lesquels ramasser. De 9 à 5, ça a été de se dire, OK, on va partir du qu'est-ce qu'on fait lorsque le gestionnaire reçoit une patate chaude et comment est-ce qu'on l'outille et puis surtout comment est-ce qu'on l'outille d'une façon qui va avoir le goût de le lire puis qui va avoir le goût de se familiariser avec. Fait qu'on a été chercher 20 co-auteurs, 18 outils, 18 expertises et on a regroupé ça à l'intérieur d'un même livre pour être capable que dans le fond, que le gestionnaire peut ramasser le guide avec ce qu'il pense être son problème, ce qu'il pense avoir de besoin et dans le processus connecter avec ce qu'il a réellement besoin au fil des chapitres. Puis là, mais vous avez parti ça parce que vous avez senti qu'il y a un besoin dans le marché, un besoin qui s'est construit aussi en retour de pandémie. On est un petit peu à droite et à gauche. Le 9 à 5 a été pas les protocoles, mais tout a été redéfini depuis la pandémie. Là. Puis est-ce que c'est un petit peu ça que vous avez essayé d'adresser à travers ce document-là? Oui, en fait, le constat est venu des gens. Fait que quand tu pars un projet, première chose que tu fais, tu parles à gauche et à droite et tu parles à différentes personnes pour voir, c'est-tu juste dans ma tête ou il y a vraiment quelque chose qui est à l'extérieur? Ouais. Et je me suis mis à parler avec les professionnels qui travaillent en milieu de travail, qui sont vraiment dans les milieux de travail. Et
de fil en aiguille, à force de parler de professionnel en professionnel, le constat était le même. J'ai une portion de l'équation, le système change, l'équation change, et on n'arrive pas à tout adresser. Je veux tout adresser, je veux que le milieu de travail soit mieux, mais je ne peux pas tout adresser. Donc, oui, tu as raison, on est passé du présentiel à du télétravail, à du hybride, parce qu'on n'est pas tous revenus. On est en gros questionnement à l'heure actuelle là-dessus. Et les facteurs générationnels, on change de génération. Enfin, on est plus juste avec... On a un changement de génération, on a vécu une pandémie, on a redéfini ce qu'on est en train de vivre en milieu de travail, et soudainement, on se ramasse avec une espèce comme de vide. On ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Et ce qu'on sait, c'est que nos moyens de communication, c'est beaucoup par écrit. On est plus juste en face à face. On parlait de la machine à café. On est plus juste à côté de la machine à café. Il y a des choses qu'on ne peut plus communiquer de façon aussi informelle. Donc, comment est-ce qu'on arrivait à faire tout ça? Avec le constat est venu pas tant des compagnies, parce qu'ils sont débordés quand tu leur demandes il y a quelque chose qui va pas, ils vont dire oui. Elle est venue des professionnels qui accompagnent ces compagnies-là et qui accompagnent ces entreprises-là. Et c'est eux que d'un commun accord ont fait oui, il y a quelque chose qui marche pas. OK. Et on aimerait être capable de l'adresser, mais on ne sait pas comment. Et quelles sont les pistes du comment? Parce que là, on s'est beaucoup fié dans les 4 ou 5 dernières années sur des outils. On s'est dit, c'est du Meet, c'est ci, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, ça a changé de paradigme. Autant on pouvait probablement parler beaucoup plus avant avec nos collègues, nos patrons et tout ça, que maintenant on écrit avec tout le monde. Comment on fait pour reprendre l'aspect humain puis peut-être enlever un petit peu la technologie de ce paradigme-là? Le paradigme a changé, puis en même temps, le paradigme n'a pas changé. Il y a un élément dans l'équation qui a toujours été le même, qui est une entreprise, une compagnie, c'est fait avec du monde. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et, à mon sens, la solution n'est pas technologique, la solution, elle est humaine. Mm-hmm. Donc, on peut utiliser la technologie en support, un peu comme, tu sais, Confides, à la base, on utilise la technologie en support pour amener les gens à entrer en relation. Et une fois que le contact est fait, on lance la technologie, on veut que les gens se parlent. Fait que la solution, elle est profondément humaine. Fait que, par exemple, si je pense au guide, Nancy Larose, elle va parler de l'escalade du conflit. Elle va parler de comment on vient identifier en entreprise le niveau du conflit. Où est-ce qu'on est rendu? On est juste en train de se gratter et se chamailler un peu, ou on est vraiment à une étape où on doit faire venir un médiateur? J'ai Habib qui, lui, va parler du jeu. Le jeu en entreprise, le ludique en entreprise. On le faisait avec les comités d'activité, on le faisait des fois avec quelqu'un qui est externe, mais à l'intérieur de l'entreprise, de penser le jeu, c'est pas quelque chose qu'on va faire naturellement. Fait que la réponse, ça peut être, les réponses les plus modernes sont aussi les plus anciennes. En réintroduisant l'être humain au centre de l'équation, c'est pour ça qu'on dit que c'est le guide collectif pour faire des milieux plus humains. On veut ramener l'élément humain, l'élément qui ne change pas en entreprise. L'humain, il change, mais l'humain en entreprise, sa présence, elle ne change pas. Il y a une réflexion profonde que les organisations doivent se faire aussi par rapport à ça. Quand est-ce qu'on fait revenir les gens? Pourquoi? Quelle est la place de l'espace même? Est-ce qu'on le garde, cet espace-là? On force un peu les gens à revenir, mais on sent qu'il y a un vide dans le comment on va le faire. Et tu parles du pourquoi. Je pense que le comment, c'est quelque chose, mais tant que tu n'as pas identifié le pourquoi on le fait, on n'arrivera pas à une solution intéressante. Tu sais. Je peux ramener les gens au bureau parce qu'ils ont besoin de collaborer ensemble. Il y a quelque chose qui arrive de magique quand tu mets des gens à l'intérieur d'une même salle pour collaborer sur un projet. La communication est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Le focus est beaucoup plus efficace. Ça peut être, je veux ramener les gens pour qu'ils puissent travailler sur un projet. Ça peut être que je veux qu'ils puissent collaborer, je veux qu'ils prennent un verre ensemble, je veux qu'ils discutent ensemble, je veux qu'ils puissent décompresser ensemble. Il y a toutes les mécaniques sociales qu'on a en entreprise ont leur place. La question qu'on se pose avec le télétravail, c'est pourquoi est-ce que j'en ai besoin? C'est ça. Je pense que c'est ce qu'on oublie de se poser comme question. Ce que tu dis est vrai. J'ai l'impression que les employeurs veulent ramener les gens, mais n'articulent pas bien la vision du pourquoi ils le font. Effectivement. Puis le pourquoi est une question qui est très déstabilisante. J'ai vu que vous parliez aussi de l'éthique de l'automatisation, entre autres, parce que là, on le voit en ce moment, puis c'est aussi des grandes questions qui vont se poser des entreprises au fur et à mesure des prochains mois, même pas des prochaines années, sur l'automatisation, sur l'IA, pardon.
toutes ces choses-là sont en train de rentrer massivement dans le marché du travail. Ça pose d'immenses questions, là. Ça pose d'immenses questions, puis c'est les mêmes questions qu'on s'est posées quand on a commencé à faire rentrer les ordinateurs. À toutes les fois qu'on a un changement de paradigme majeur, que ce soit l'ordinateur, que ce soit l'Internet, que ce soit le télétravail, on a un changement de paradigme qui vient remettre en question la relation de l'individu par rapport à son travail, par rapport à sa raison d'être en milieu de travail. Fait que l'IA vient remettre en question l'utilisation de l'humain. En fait, on ne dépend pas de l'humain comme d'un outil. On dépend de moins en moins de l'humain comme un outil. Fait qu'il faut se poser la question, à quoi sert l'humain dans mon entreprise si je n'ai plus à l'utiliser comme j'utilise une perceuse ou comme j'utilise un ordinateur? À quoi il me sert? Tu as mentionné tantôt Confides. Qu'est-ce que c'est Confides par rapport à ça? Confides, c'est la réponse à un vieux défi qu'on m'avait présenté, à savoir comment est-ce que je peux dans un milieu fermé, fait qu'une compagnie, c'est un milieu fermé, il y a des communautés qui sont des milieux fermés, comment est-ce que je peux mettre en contact deux personnes, sachant pertinemment que les deux personnes se connaissent et qu'elles ne se parleraient pas en temps normal. Fait que, par exemple, comment est-ce que je pourrais m'arranger que mon gestionnaire en entreprise, un employé vienne lui parler d'un problème, sachant que dans la majorité des entreprises, aller franchir la porte de son patron, c'est dans notre tête et risquer de se faire mettre à pied. On a une certaine maturité, on a une certaine expérience qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je rentrerais dans le bureau de mon patron, j'ai zéro problème avec ça. Mais à l'époque, si je me reporte quand j'avais 25 ans, à 25 ans, même pour quelque chose de banal, entrer dans le bureau de mon patron, c'était mon emploi en jeu. Comment est-ce qu'on règle ça? Confides, en fait, ce que Confides vient faire, c'est que Confides vient manufacturer, vient créer de l'anonymat. On vient rendre la personne anonyme pour que son message puisse se rendre, mais que son identité, elle, soit cachée. Et on fait pas ça dans l'idée que les gens puissent envoyer à peu près n'importe quoi. L'idée, c'est d'établir un dialogue. J'avais une collègue en ressources humaines à l'époque qui me disait, mon plus gros enjeu, c'est que les gens franchissent ma porte. Une fois que les gens sont assis dans mon bureau, je suis formé à les mettre en confiance et je suis formé à aller chercher le problème et à aller trouver une solution. Mais il faut que je les fasse franchir le pas de ma porte. Fait que Confides, c'est ça qu'on fait. On prend l'identité, on la met de côté, la personne peut entrer en contact, et après ça, que ce soit la personne aux ressources humaines, que ce soit le gestionnaire, que ce soit le dirigeant, est en mesure de dialoguer avec la personne pour aller trouver l'information, valider qu'est-ce qui est dit, élever le fait qu'il y a une mise en relation. Parce que ça aussi, c'est important. Dans l'outil, en fait, mon propre outil qui est de valoriser le courage. Donc, de valider qu'est-ce qui est dit et ensuite de venir élever ce qui est dit. Pas nécessairement ce qui est dit en tant que tel, mais le fait que la personne a eu le courage d'entrer en relation, de franchir la porte et de venir dire « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'entreprise. » Intéressant. Donc, c'est une forme de messagerie, une messagerie anonymisée avec des paramètres qui permettent de faire ce que tu décris là. Exactement. Puis c'est une messagerie qui est faite avec des moyens non technologiques. Moi, je pense que c'est un fil conducteur. J'aime quand la technologie, elle est transparente. Le constat de Confides, qui est les gestionnaires ont besoin d'être outillés, et la validation par après avec les professionnels a fait que le collectif est né et que le guide, enfin, est venu au monde. Et Confides, ça date de 2017. OK, quand même. Depuis 2017, qu'on met en relation des gens, que ce soit au niveau de la violence sexuelle, que ce soit au niveau de la santé sexuelle, que ce soit au niveau de la santé mentale, on vient vraiment enlever la chape de l'identité. Je comprends. Pour établir un contact. Et de ton côté, tu as aussi quelque chose qui est né de un peu ce mouvement-là, ça s'appelle Gertrude. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, avec Gertrude, en fait, c'est toujours la même chose. On parlait d'IA tantôt. L'IA, à l'heure actuelle, le mouvement que je vois, c'est les gens veulent utiliser l'IA pour parler à leurs clients. Ils veulent utiliser l'IA pour publier à leur place sur LinkedIn. Alors qu'essentiellement, l'IA peut nous libérer pour passer plus de temps. Mais Gertrude, c'est cette réponse-là. C'est de rendre le logiciel, dans le cas de Gertrude, c'est le logiciel de suivi client, ce qu'on appelle parfois le CRM, donc de le rendre transparent et de le rendre invisible, pour permettre à la personne de passer encore plus de temps sur le terrain, encore plus de temps à se parler. Fait que, par exemple, si on se prend toi et moi, avec Gertrude, j'irais lui envoyer quelques notes en lui disant « J'ai parlé avec Jean-François Poulain » et elle m'a demandé ton adresse de courriel électronique, elle m'a demandé ton numéro de téléphone pour noter ça de côté. Comme je ne peux pas passer les 10 minutes que ça prend de faire ce suivi-là, je peux passer 10 minutes avec toi à discuter encore plus. Donc, ça aussi, tout dans la même écosystème, si on veut, ou le même écosystème philosophique de 9 à 5. Oui, toujours de mettre l'humain de l'avant.
L'humain, l'idée de Gertrude, là, ça date des années 40. Mon grand-père avait une adjointe à l'époque. Oui, c'est ça que Ben, c'est ça. Et son adjointe, c'était elle, son CRM. On a introduit des logiciels, on a introduit plein de choses en cours de route, on a forcé les représentants à faire du travail manuel qui est pas vraiment leur force. La force d'un représentant, c'est la relation, c'est de prendre des objections, c'est de les désamorcer, c'est la relation humaine. Le logiciel est dans leur jambe. Donc, Gertrude est vraiment là pour éliminer un bloquant qui est l'accès au logiciel. Je veux que les gens passent moins de temps dans leur logiciel de gestion et plus de temps à avoir des relations humaines. Jean-Marc, j'aimerais te remercier beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Jean-François. Toujours un plaisir. Bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à mes invités et merci aussi à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Muriel Edjo, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci à vous pour votre précieuse contribution cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes au rendez-vous pour 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.